Et je vous partagerai les liens demain soir, enfin, ou même ce soir pour les premiers, des liens YouTube sur notre chaîne qui seront du coup privés juste pour vous. Je vous envoie le support à la fin du petit quiz qu'on va commencer là. Et si vous avez besoin de faire une pause en dehors des temps prévus que je vais vous présenter, vous prenez votre pause, il n'y a pas de souci. Juste nous prévenez, j'ai besoin de partir 5 minutes et on vous rattrape après. Vous posez toutes vos questions, toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de questions bêtes. Et nous, on adore, surtout Yuri qui adore les petits challenges. Donc n'hésitez pas à lui demander. Et si vous avez besoin de traiter un sujet spécifique, si vous avez quelque chose en tête, si vous avez un contenu que vous savez comment vous voulez le traiter, bah, il faut qu'on s'attrape à une pause pour que nous, on puisse préparer un peu ça, qu'on puisse y réfléchir et qu'on essaie de vous présenter une idée pour demain, si on en a une. Si on n'en a pas, on vous dira aussi. Mais nous sommes neufs, l'idée c'est que ce soit comme très personnalisé et que ça réponde à toutes vos attentes. Et on est deux formateurs, donc là on a quand même normalement suffisamment de temps de cerveau pour répondre à un maximum de choses. Le programme, ah non, les objectifs. Oui, de comprendre les fondamentaux de l'IA, ça, on va commencer par ça, pour que tout le monde ait une base théorique commune et à jour. D'analyser un peu les défis et opportunités liés à l'IA, d'utiliser différents outils, de prompter correctement sur GPT et de prompter correctement pour la génération d'images aussi. Mais on vous apprendra aussi à créer un podcast, à créer une bande dessinée. On vous montrera des outils de génération vidéo. On va aussi vous aider à créer des quiz, des glossaires, enfin à peu près tout ce qu'on peut faire avec de l'IA. On s'est présenté 9h30, on est pile dans les temps. On va démarrer donc sur ce fameux quiz autour de la théorie et des enjeux de l'IA. On va se prendre une bonne heure et demie dessus, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. On va aussi parler un peu de propriété intellectuelle si vous le souhaitez, si vous êtes OK. Ensuite, on va démarrer dans un peu de théorie et vite un peu de pratique sur le prompting et la création de programmes pédagogiques ou de quiz ou de scripts pour podcast avec ChatGPT, Claude ou Mistral. Vous nous direz un peu ce que vous avez le droit de faire ou pas aussi, parce qu'en fonction des structures, on peut avoir droit à certains et pas à d'autres. En début d'après-midi, on ira tester des solutions de création de contenu. J'ai vu qu'en plus, vous me l'avez cité deux fois, Knowledge. Bon, on testera Knowledge, on testera aussi Quiz Wizard et Globe Explorer. Et peut-être EdTech si vous avez envie, ou Learning Studio. On vous dira aussi ce qu'on en pense et comment on les utilise ou pas. Et on vous donnera une astuce après la pause pour encore mieux prompter sur GPT et essayer de recréer des contenus comme ceux de Knowledge ou comme ceux de Quiz Wizard pour voir si vous arrivez à faire aussi bien ou mieux. Parce que je pense que ça peut vous ouvrir d'autres opportunités, d'autres horizons. Et on terminera la journée avec un peu là une liste à l'après-vert rapide, mais ça n'empêche que, parce que pas toujours lié à l'IA, un outil de retranscription d'audio qui est le meilleur du marché, un outil de captation de réunion et qui fait un résumé et un plan d'action, un outil de recherche bibliographique, enfin, on vous montrera d'autres choses qui peuvent être utiles dans vos usages, mais qu'on ne prendra pas nécessairement le temps de tous tester. Et c'est des outils qu'on utilise nous. Voilà pour la première journée. Deuxième journée, on commencera par la création d'un chatbot. Chatbot qui peut être un assistant virtuel pour répondre aux questions des étudiants sur dans quelle salle j'ai cours demain, à quelle heure je dois rendre mon devoir ou comment je dois rendre mon devoir. Mais ça peut être aussi un assistant de révision. On lui donne un contenu et on le prépare, on le personnalise pour qu'il pose des questions aux étudiants afin qu'ils se préparent pour l'examen. On peut enfin, imaginer plein de choses avec le chatbot. On montrera quelques exemples. Et bah, vous aurez la mission d'en créer un. On vous présentera ça sur Chatbase, Po et GPT. Ensuite, on ira un peu sur le prompting d'images. On testera Scilab, Leonardo et Infogrames notamment. Et on montrera tout ce que ça peut faire, les avantages en inconvénients de chacun. Et on terminera la journée avec le test de plein de solutions de création de contenu audiovisuel. Généralement, on est fatigué le vendredi après, mais en fait, les solutions sont tellement cool que du coup, on fonce dedans. C'est pour ça qu'on a un peu changé le plan. Pour faire de la voix avec Eleven Labs, pour faire de la BD avec Dashtoon, pour faire de la vidéo avec iGen ou Runway, et pour faire des slides avec Gamma, et pour faire du podcast avec Wondercraft. Voilà un peu le programme. Vous allez en voir beaucoup. C'est pas grave, c'est des trucs qui vous... s'il y a des moments où vous perdez un peu d'attention, je vous dis pas déjà, je vous passe le replay, et en plus c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'infos potentiellement. On fera un petit retour d'expérience tous ensemble en fin de journée demain. Et si on fait aussi un peu de SAV post-formation, s'il y a vraiment une question. Et en plus, je vous file les tutos sur
La plupart des outils qu'on va tester là, moi j'ai enregistré comment je le fais moi. Donc on pourrait toujours retrouver le tuto s'il y a un truc qui ne marche pas. Après, les tutos, je les ai faits il y a 2 mois. Et les outils ont déjà changé, je pense, à Wondercraft, il faut que je le refasse parce qu'il a complètement changé en termes d'interface. Donc ça peut bouger un peu, mais vous aurez au moins la logique globale. Voilà un peu pour le programme. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pardon. Oui, nice. Je me demande si quelque part dans ton déroulé, tu as prévu de faire un crochet sur la partie éthique et environnementale. C'est un C'est l'enjeu sujet de ce que... matin. Ok, top. On va en parler, on va faire un beau crochet. Ok, Et super. d'ailleurs, dans notre e-learning, là, on fait à partir d'IA, sur l'IA. Sur 7 chapitres, il y en a 5 sur les enjeux éthiques, environnementaux, propriété intellectuelle. Ok. Euh, et Yuri a été jusqu'à écrire une nouvelle de science-fiction, enfin écrire. Il n'a pas écrit lui-même, comme d'hab, hein. Une nouvelle de science-fiction pour nous montrer à quoi pourrait ressembler le monde dans 10 ans si on régule pas un peu tout ça, parce que... et ça fait flipper. Je vous enverrai le podcast. Est-ce qu'il y a une autre question sur ce programme ou besoin d'autre chose? C'est tout bon. On avance et donc on va démarrer un quiz. Je vous mets le lien dans... donc vous allez sur Wooclap avec le code ZKGBJX. Et vous me dites quand c'est bon. Et moi, je vais lancer mon Wooclap quand c'est OK. Attends, je vais le lancer tout de suite. Je vais vous remettre à l'écran le code. Hop, oui, donc on commence. Voilà. Combien sommes-nous dessus? Je vois pas. Est-ce que vous êtes tous dessus? Non, je suis en train de taper le code, je l'avais fait disparaître. Ah, on est 6. Moi, oui. C'est anonyme, hein, je prends pas les résultats et je cherche pas à savoir qui a répondu quoi, mais ça nous permet de jouer un peu avec vous. 8, il manque une personne. Ça doit être moi. Normalement, je suis arrivé. Il va s'afficher alors. On est parti. 2 premières questions qui sont juste des questions d'infos. Il n'y a pas de bonne réponse ni de mauvaise réponse sur ces deux-là. C'est juste pour refaire un mini point avec vous sur vos usages de l'IA. C'est quel mot qui qualifierait le mieux votre relation avec l'IA? Et vous avez le droit d'être très honnête. Intérêt, curiosité, angoisse ou rejet. J'ai rarement de réponse angoisse et rejet, et pourtant je sais qu'il y a des gens parfois qui en ont peur. J'ai 5 réponses. 6, 7. Il vous reste 8 secondes. Est-ce que les deux non-répondants, c'est parce que ils osent pas dire angoisse ou rejet, ou c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à cliquer dans le temps? Bon, bah c'est cool si c'est intérêt et curiosité. On va... C'était cool aussi s'il y avait angoisse et rejet. Ça m'amuse beaucoup, parce qu'on a aussi beaucoup vécu ça, nous, chez Sido, où on était parfois trop enthousiastes sur certaines solutions et eux trouvaient ça pas au niveau ou on ne comprenait pas notre enthousiasme. Et donc on a beaucoup travaillé, on a beaucoup œuvré à leur montrer les intérêts parfois, tout en ayant en tête les limites aussi. Donc on va aussi traiter ces sujets d'angoisse et de rejet potentiellement. Est-ce que vous avez déjà utilisé un outil d'IA? Je sais que j'ai eu vos réponses dans la question de positionnement notamment. Mais est-ce que vous utilisez qu'un outil de génération de texte type ChatGPT, un autre type d'outil ou plein d'outils? Voir juste le niveau de base de démarrage sur ces usages techno. Plutôt plein d'outils. Bon, vous êtes plutôt d'un groupe qui est déjà averti sur le sujet, c'est très cool. Première question maintenant on attend une réponse juste ou fausse. Il peut y avoir plusieurs réponses justes. Je vous préviens, je ne sais pas si sur cela c'est le cas, mais parfois il y en a. En quoi consiste l'externalisation cognitive? Alors ça c'est une question de Yuri évidemment. Est-ce que c'est s'appuyer sur des supports externes pour stocker l'information? Est-ce que c'est utiliser des outils externes pour renforcer nos capacités de raisonnement, de résolution de problèmes, etc. Est-ce que c'est déléguer certains traitements à l'environnement externe ou est-ce que c'est attribuer
nos propres pensées ou comportements à des facteurs externes. Ah, pas mal. Les bonnes réponses étaient les trois premières. Et Yuri, je vais te laisser commenter ton joli slide. Tout à fait. Alors, je commence souvent par ça pour... il y en avait énormément besoin au début des formations pour démystifier un petit peu l'IA. Je sens qu'il y en a un peu moins besoin maintenant, mais ça me paraît tout de même être un point intéressant à noter pour qu'on prenne un peu de recul avant de foncer dans les outils comme l'IA. En fait, si on replace l'IA et donc l'intelligence artificielle dans un point de vue plutôt historique, on considère l'IA comme étant un énième outil. Un outil, effectivement, certes, qui amène un certain nombre de révolutions ou peut-être de gros changements, mais ce n'est qu'un outil supplémentaire dans l'évolution de l'histoire humaine. Et cet outil-là a pour objectif, comme beaucoup d'outils, de réaliser une externalisation des compétences. Donc, qu'est-ce que c'est une externalisation? C'est simplement le fait qu'une compétence qui était inhérente et interne en fait à notre processus mental, typiquement la multiplication, le raisonnement, l'addition, voilà, des compétences cognitives peuvent être menées, réalisées par des outils externes à l'humain. La calculatrice est un exemple assez important, c'est-à-dire qu'avant, on devait réaliser des multiplications de tête et on a construit en tant qu'être humain un outil permettant de réaliser à notre place. Est-ce que ça veut dire qu'on a perdu cette compétence? Est-ce que ça veut dire qu'on est dépendant de l'outil? Oui, en quelque sorte. Si on prend le cas du GPS, par exemple, le GPS a été un excellent outil d'externalisation puisque je n'avais plus besoin, moi, quand je conduis, de faire attention à mon environnement, où est-ce que je dois aller, etc. Donc, on a perdu cette compétence-là et on le voit, hein, les jeunes, par exemple, les jeunes générations n'ont plus les repères orthonormés. Nord, sud, est, ouest, là, je serais incapable de vous dire où est-ce que c'est. Donc on voit qu'en tant que tel, j'ai perdu cette compétence-là parce qu'on a créé un outil qui permet de la remplacer. Donc là, un vrai débat en psychologie hein, sur cette question de la dépendance, sur la question de est-ce que ça nous fait évoluer, puisque en me débarrassant des compétences que je n'ai plus besoin, je peux en développer d'autres potentiellement, mais ça me rend extrêmement dépendant de la technologie créée pour ça. Donc, si on replace l'IA dans cette quête de l'externalisation, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs jalons de cette quête. On a eu d'abord tout ce qui va être assistance plutôt physique à l'être humain. Initialement, c'était surtout pour soutenir des personnes en situation de handicap. Si on pouvait créer un outil qui permettait de compenser en quelque sorte une problématique existante. Puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait, par exemple, aider les salariés dans des entrepôts quand ils devaient porter des lourdes charges. Donc, on a vraiment essayé de créer une robotisation finalement pour externaliser un certain nombre d'aspects. Après, libre à nous de dire si ça a été positif ou négatif, hein. Pour le coup, on nous avait promis que la robotisation, avec les robots, on serait tout le temps en vacances et que ils travailleraient pour nous. Finalement, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, pour le coup, j'y mets pas d'opinion politique en quelque sorte, mais c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 2000 à peu près. Dans un second temps, oui, tu veux dire quelque chose, Sylvain, ou je Bah, continue? ce fameux exosquelette qui est une très bonne idée, enfin qui est toujours une très bonne idée, hein, puisqu'il y a des usages très intéressants qui permettent à des gens de remarcher, ou là de porter des charges lourdes dans les entrepôts sans se casser le dos, puisque on était limité, je crois, à une charge de 30 kg maximum, et que du coup là, avec un exosquelette, on peut la porter facilement. Le problème, c'est que maintenant, on demande à ceux qui ont un exosquelette de porter des charges de 100 kg, ce qui fait qu'on se casse quand même le dos, mais qu'on est beaucoup plus efficace et productif. Donc attention parfois à ces apports, parce que si c'est pour ajouter de la charge mentale ou ajouter de la charge physique parce qu'on a une aide externe, ça questionne sur l'intérêt ou pas de ces outils. Complètement. Mm. De la même façon, on a eu une quête un peu plus de l'homme augmenté en termes de sens et de vision, par exemple, en créant un certain nombre d'outils à sa disposition pour percevoir son environnement et interagir avec son environnement de manière différente, que ce soit les montres connectées, les lunettes de Google, je me souviens plus, Google Glass, là, qui avait un petit peu floppé, mais qui permettait de voir son environnement d'une certaine façon. Donc là, ça a été une quête supplémentaire. Et puis la troisième qui nous intéresse, en tout cas qui m'intéresse plus particulièrement, ça a été la quête de l'externalisation cognitive, c'est-à-dire des outils en tant que tels qui permettent de remplacer ou d'accompagner un certain nombre de compétences propres à l'humain, donc le GPS, la multiplication,
le fait de stocker l'information, ne serait-ce que l'imprimerie, par exemple. Qu'est-ce qu'a fait l'imprimerie? Elle a permis véritablement de passer d'une mémoire plutôt orale et donc de vraiment avoir une limite à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on stockait l'information qu'on avait dans notre tête à une mémoire qui était écrite. Et donc, on n'avait plus trop besoin de développer ces compétences-là de mémorisation de connaissances à l'excès, puisqu'on avait un support externe à notre cerveau qui permettait de stocker l'information. Et c'est vraisemblablement ça qui a permis quand même une évolution de la science et d'un certain nombre d'aspects. Donc, c'est pas toujours négatif en soi, cette externalisation, si elle est bien contrôlée et si elle peut être souvent bénéfique. Et la question après qu'on se pose, nous, en termes d'éducation, en tant que formateur, en tant qu'enseignant, c'est véritablement la question de qu'est-ce que j'accepte d'externaliser et qu'est-ce que j'accepte pas. Dans le sens où je veux quand même avoir cette compétence-là. Par exemple, moi, je ne comprenais pas en école primaire pourquoi on apprenait les multiplications alors que 2 ans plus tard, on nous offrait la calculatrice. J'avais du mal à comprendre l'intérêt, en fait, quand j'étais enfant, de ça. Et donc, c'est tout l'enjeu pour un enseignant, c'est que un outil qui externalise, comme une calculatrice, ne peut être bien utilisé seulement si j'ai internalisé précédemment, si j'ai bien compris les concepts inhérents à ça. Donc, je sais comment faire des multiplications, je comprends le système d'addition-soustraction, et seulement si j'ai bien compris ces concepts-là, je peux utiliser l'outil en question. Et donc ça renvoie fortement à ce qui va être mon maître mot durant les 2 jours de formation. L'IA en tant que telle n'est utile que si vous avez une expertise initiale. Si vous n'avez pas d'expertise initiale, vous ne serez pas capable de critiquer le résultat de l'IA, vous ne serez pas capable d'en faire quelque chose de correct. Et donc, la plupart du temps, on va repérer assez facilement que c'est l'IA qui n'est pas forcément très bien. Et donc, c'est là où, par exemple, quand on fera la génération d'images, je vous dirais, OK, les outils de génération d'images permettent de faire un certain nombre de choses, mais on va avoir un plafond de verre que les illustrateurs, les graphistes, les web designers n'auront pas parce qu'ils sauront correctement utiliser l'outil en tant que tel. Pareil sur la conception pédagogique, vous conservez vos compétences de conception pédagogique, et c'est grâce à ces compétences-là, internalisées, que vous allez être en mesure d'utiliser l'IA correctement, et pas l'inverse. Voilà, donc, en temps normal, ça me permet vraiment de rassurer, en tout cas en tant que tel, et de montrer un peu cette évolution-là. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est un sujet assez passionnant parce qu'il pose véritablement le rôle de la compétence en tant que telle, et puis de l'évolution de ces compétences. Merci, Yuri. J'ai une question un peu piège de Yuri à nouveau derrière. Ne vous inquiétez pas. Vous faites prise sous plusieurs angles, mais on a une réponse qui se tient. D'après vous, est-ce qu'on a plus de temps de cerveau disponible que durant les siècles derniers, ou plutôt moins de temps de cerveau disponible qu'au début du XXe siècle, par exemple? Elle est un peu alambiquée, cette question. Ouais, pas tant que ça. Je vais te donner plus d'infos après, mais effectivement, elle est un peu alambiquée parce que les gens réfléchissent en termes de charge mentale et non en termes de temps disponible de cerveau ou d'autres choses. Parce que Alors selon effectivement, c'était Gérald Bronner, quelque chose qui m'a assez choqué quand je suis tombé sur ces résultats. Vous avez ici un graphique qui représente l'évolution du temps de cerveau disponible en années au cours du temps. On va voir là, c'est une étude qui prend seulement en compte des tâches obligatoires. Donc, c'est-à-dire les tâches ménagères, les tâches pour se nourrir, le travail et le sommeil. Et il a examiné juste simplement en fonction de ces tâches-là, comment elles ont eu une importance, comment elles nous prenaient du temps au fur et à mesure du temps. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'en fait, avec l'évolution des technologies, des outils, avec les différentes lois sur le temps de travail, avec un certain nombre d'aspects, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de temps de cerveau disponible qu'il y a plusieurs siècles en avant. Donc ça nous paraît un peu contre-intuitif dans la mesure où on parle effectivement d'une société qui est quand même assez chargée mentalement, par exemple. Ce que ça ne prend pas en compte, c'est que ce temps de cerveau disponible, qu'est-ce qu'on en fait ensuite, globalement? On a quand même du temps de cerveau disponible gagné, mais il est happé, capté par un certain nombre d'aspects, par exemple des applications, des réseaux sociaux qui sont conçus en tant que tels pour venir nous capturer ce temps de cerveau, des tâches qu'on va venir ajouter en fait à notre temps de cerveau, par exemple. On va travailler un peu plus, on va devoir faire une veille, voilà, un certain nombre de choses qui n'étaient pas inhérentes au temps de travail initialement. Donc là, ça montre bien que ce livre, en fait, je vous le conseille, il est intéressant parce qu'il critique justement ça en disant on a plus de temps et pourtant
en termes de ressenti, on en a beaucoup moins, alors que pour autant, on a externalisé un certain nombre de choses, de compétences et de tâches. Et donc, c'est toute la question que j'amène souvent en fait avec l'IA, c'est dans quelle mesure cet outil va conduire en fait à une externalisation plus grande ou pas. Et c'est là où on n'est pas tout à fait d'accord avec Yuri. Je vous donne déjà la conclusion de ces 2 jours. Moi, je trouve que l'IA permet de faire plus dans le même temps, et Yuri trouve que l'IA peut faire gagner du temps. Moi, je suis pas complètement d'accord avec ça. Et qui dit faire plus dans le même temps, bah, ça revient à cette question de, finalement, dans mes 35 heures ou dans mes 15 heures de conception, je vais réussir à faire une vidéo, un podcast, un glossaire, un quiz et un mot croisé, alors qu'avant, on m'aurait juste limite demandé une vidéo avec un quiz et c'est déjà pas mal. Et que là, on va me demander de faire plus, donc en termes de charge, en termes de complexité, en termes de fatigue, ça va peut-être pas améliorer. Moi, je trouve ça trop cool quand même de pouvoir faire autant dans ce temps-là. Et pour l'apprenant, ce sera plus efficace. Si je sors de mon côté, juste je me regarde moi face à ma glace et mon ordi, l'apprenant, il aura plus d'outils, il aura plus de moyens d'apprendre, il pourra mieux apprendre. Mais je ne suis pas certain que ce ne sera pas au détriment de ceux qui vont bosser sur ces jobs-là et à qui on va demander d'être encore plus productifs parce que l'IA le permet. Donc, il va falloir être capable de le faire pour que ça ne rajoute pas une surcharge mentale. Et ce qui est quand même faisable, hein, une fois qu'on les maîtrise, ces outils, c'est moins stressant, mais au début, c'est un peu de changement quand même. Bon, Yuri, pas complètement d'accord, lui considère que ça fait gagner beaucoup de temps. Ça dépend de l'utilisation, c'est-à-dire que moi, je l'utilise principalement pour des tâches que je considère sans plus-value initialement. Il a été Voilà, jusqu'à par écrire exemple, l'abstract de sa thèse avec une IA quand même. Pour vous dire à quel point il a... par exemple, ou je sais pas, moi je déteste écrire des mails. Et donc je prends le mail que je reçois, je dis à GPT, bah, écoute, voilà ce que je veux répondre. Donc dans un langage, voilà, je dis, bah, je veux répondre que je suis d'accord, etc. Et GPT me fait le mail construit avec les bonnes tournures de phrases. Je gagne peut-être 3 4 minutes à chaque mail fait, mais pour le coup, ça, c'est des tâches que je considère qui n'étaient pas le cœur de mon métier et qui me font gagner un peu de temps au quotidien. Donc c'est Oui, cool. et toi, c'était quelque chose qui te prenait du temps. Moi, finalement, je vois pas l'intérêt d'aller prompter une réponse à un mail quand je peux le faire et que je le fais quasiment de manière automatique tout seul. Mais que si toi, effectivement, ça te prenait du temps, ça peut avoir un intérêt. J'entends, tout Mm. à fait. Donc c'est voilà, ça dépend de vos utilisations pour le coup. On peut soit en faire plus, soit en faire pareil, mais en prenant moins de temps. Et après, il faut pas le dire à son patron, du coup, qu'on a mis moins de temps. Question suivante. Sauf s'il y a des remarques, hein, n'hésitez pas s'il y a des questions sur ce qu'on vous présente. Qu'est-ce que l'IA d'après vous? Un film des années 2000 avec un gamin flippant. L'ensemble des techniques informatiques qui permettent à des machines de simuler l'intelligence humaine, un type de logiciel pouvant uniquement exécuter des tâches simples et répétitives, ou la capacité de machine à comprendre, apprendre et fonctionner de manière autonome. Pas mal. Les bonnes réponses étaient la 1 et la 2, et la 4, c'est plutôt l'IA forte dont on va parler peut-être là ou juste après, et que l'IA pour l'instant ne sait pas encore faire, mais peut-être un jour. Alors, pour le film, je le recommande si vous vous en souvenez plus. Moi, il m'a marqué, ce film de C'est Spielberg. quand ton anniversaire? J'ai jamais eu d'anniversaire. Son nom est David. Touchez-le, ça fout les boules. Oh, il a l'air si réel. Il me fait beaucoup rire, enfin, il me fait flipper. Ce film-là que je vous recommande, où aujourd'hui, on n'en est pas très très loin. En tout cas, en termes audio, on est capable de générer ces réactions, on est capable de générer ces langages et ces expressions, parce que l'IA va être capable d'analyser vos émotions et de savoir comment vous répondre. Il y a un outil qui a fait scandale et qui fait flipper, Replica. Je crois que tu en as parlé, toi, Yuri, dans un article Sociologie de Replica, Mm. qui, en gros, l'idée de départ, c'est de cloner une personne. Vous lui donnez le Facebook, les derniers emails, des lettres, tout ce que vous avez comme contenu écrit sur une personne ou audio. Et l'IA va essayer de générer un clone psychique de cette personne. Et initialement, ça a été imaginé pour les personnes disparues, pour votre grand-mère avec qui vous voulez pouvoir échanger. Donc, pas simple quand même pour faire son deuil, hein, quand on continue à parler avec la grand-mère alors qu'elle n'est plus là. Mais ça a été aussi détourné
pour d'autres usages. Mais c'est devenu très, très addictif. Et à un moment, ils ont voulu changer de business model et devenir payant. Et ça a généré des manifestations, tellement les gens, c'était pour eux terrible de perdre leur clone. Ça s'utilise notamment beaucoup en Asie. Et maintenant, le nouveau business model qui me fait beaucoup rire, parce que j'ai regardé ça récemment, c'est bien payant si vous voulez avoir des échanges un peu plus coquins avec votre IA. Donc, du coup, c'est devenu votre petit copain ou petite copine virtuelle avec qui vous échangez. Et si vous voulez que les discussions dérapent un peu, il faut payer. Mais ça fait vraiment peur, même si Yuri avait démontré des articles scientifiques que ça pouvait avoir un impact sur la dépression, un impact positif, d'avoir un confident, d'avoir quelqu'un avec qui échanger, qui ne vous juge pas, qui est tout le temps gentil, qui est tout le temps là et tout le temps dispo. Il y a quand même un encadrement à ça, parce que ça peut devenir vraiment une addiction forte. On voit déjà l'addiction qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux. Imaginez que vous avez votre meilleur ami qui est dispo H24 pour vous répondre, pour vous écouter, pour parler avec vous. C'est vrai que si on vous le débranche, ça peut faire peur aussi. En fait, c'est ce que je disais sur l'éducation, c'est ce que je dis sur la dépression, c'est-à-dire que l'IA elle est intéressante parce qu'elle pointe les faiblesses de notre système actuel et permet de les compenser en quelque sorte. Si on est dans un monde parfait, les personnes en dépression ou les personnes isolées, en fait, auraient un soutien euh, psycho, ils auraient, voilà, la société se mobiliserait sans doute, on ne serait pas trop individualiste et on se mobiliserait pour ces personnes-là. Et pareil en éducation, en fait. On a aujourd'hui des classes avec 35 élèves par classe. Si on était dans une société idéale, on aurait 12 élèves par classe et un professeur qui ait les moyens de s'adapter. Donc pour le coup, l'IA vient juste potentiellement dans ces cas-là compenser les faiblesses du système. Et je ne dis pas que l'IA est la réponse à tous ces problèmes, je dis juste qu'elle compense des faiblesses qu'on n'a pas réussi en tant qu'être humain à corriger pour l'instant. Et oui, Pour le nuancer un peu film. le propos que Sylvain m'attribue en tant que fan de science-fiction et d'IA. Désolé. Pour répondre à ton message, Naïs, je pense que c'est Peur, le film dont tu parles, qui est un film sur ce sujet où il régénère la conjointe qu'il a perdue et il retombe amoureux du coup de cette conjointe, mais que je n'avais pas vu. Sinon, il y a un épisode de Black Mirror aussi Tout à fait. qui me fait penser à ça, oui. Mais pour l'instant, l'IA, c'est l'ensemble de techniques informatiques qui permettent de simuler l'intelligence humaine. L'IA n'est pas capable d'apprendre par elle-même encore. C'est encore l'humain qui lui apporte les infos, qui lui dit comment les traiter. Peut-être qu'on peut en parler là, mais on va en parler dans les couches après. Bon, je vous spoil pas tout de suite, on va aller plus loin sur ce sujet, parce qu'on a pas mal de choses théoriques à Alors, dire. juste pour préciser là-dessus, un célèbre chercheur avait mentionné le fait que l'IA, on cherche à simuler de l'intelligence, qu'elle soit humaine ou non. Au final, c'est pas tellement l'important, c'est plutôt de pouvoir être capable de simuler un certain nombre de compétences et de capacités intellectuelles. Et je dis pas le nom du chercheur parce que c'est une question après. Quand a été inventée l'IA? Dans les années 50, 60, 90 ou 2020? Joli. Joli. La bonne réponse est les années 50. Et vous étiez tous très proches. Et Yuri, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis l'Antiquité? Tout à fait. Alors, on pourrait tracer l'historique, hein, on pourrait aller très loin sur la question de l'IA, notamment sur le fait que la première fois qu'on a imaginé qu'une machine pouvait réaliser de la réflexion, en tout cas des compétences humaines, si on veut tracer un peu plus de manière caricaturale, ça va être sans doute Alan Turing qui a proposé la première fois cette idée-là de pouvoir créer une machine capable de raisonner, en tout cas de réaliser des compétences humaines. Je ne sais pas si vous avez vu ce fameux film Enigma, comment ça s'appelle déjà Imitation Game? Imitation Game. Que je vous conseille avec Benedict Cumberbatch, qui justement présente les travaux de Turing, en tout cas sa première réflexion sur la création d'une machine capable de réaliser des compétences humaines. On n'est pas sur l'IA, hein, puisque globalement, c'était un ensemble de règles très simples à respecter. Euh, on peut appeler ça l'IA, mais globalement, les chercheurs n'appellent pas ça l'IA, c'est plutôt les premiers ordinateurs, les premiers algorithmes, les premiers systèmes de réflexion.
Après, on a eu un ensemble de jalons spécifiques à l'évolution historique de l'IA, notamment ce qu'on appelle des hivers. Des hivers, c'est quand théoriquement on pouvait comprendre à peu près comment ça fonctionnait, mais techniquement, en termes de capacité de processeur, en termes de, voilà, d'hardware, si vous voulez, on n'avait pas les compétences nécessaires et le matériel nécessaire pour faire évoluer l'IA. Donc globalement, c'est des hivers où il n'y avait pas de financement, personne s'y intéressait à part quelques chercheurs. Et il a fallu attendre des petites révolutions pour ensuite reprendre ces aspects. Et donc c'est aussi pour ça que la France a été un petit peu lente sur l'IA dans les années 2020-2021 quand GPT est arrivé, puisqu'on était en plein dans un hiver. On était en plein dans un hiver IA et les politiques ne financent que des choses qui sont à la mode, hein, globalement. Moi qui faisais la recherche, par exemple, ce qui était à la mode, c'était plutôt la question de la réalité virtuelle, augmentée. Et donc, on avait beaucoup de financement en recherche, hein, j'entends, sur ces questions-là. Un peu moins sur l'IA, puisque c'était pas tellement à la mode. Et donc, globalement, c'est les entreprises privées, par contre, qui ont réussi à comprendre l'intérêt de mettre de l'argent dans ces systèmes-là et qui ont fait un peu plus avancer la recherche sur ces questions. Alors, c'est un peu dommageable, mais c'est un peu inhérent au système de recherche, en tout cas français, européen, sans doute. Donc voilà, l'histoire de l'IA, elle est quand même jalonnée de divers et de gros jalons, hein. Vous avez sans doute entendu parler de Deep Blue, la première IA qui a battu Kasparov aux échecs. On a eu aussi AlphaGo, une première IA qui a battu au jeu de Go. Et ça, c'était un vrai jalon, puisque donc, pour les échecs, par exemple, il est facile, entre guillemets, pour une machine d'anticiper les coups. Il y a un certain nombre de possibilités sur X coups. Ça se fait, c'est difficile, mais ça se fait. Là où en alpha, un jeu de Go, c'est pas vraiment possible de calculer la possibilité des coups. C'est beaucoup plus, c'est quasi impossible. Et donc, ça joue beaucoup sur l'intuition, les statistiques. Là, l'IA qui avait battu, en tout cas, qui avait bien challengé le premier joueur mondial, Oui, battu, hein. ouais, je crois qu'elle avait battu, Mhm. a même presque changé la façon de jouer au jeu de Go. Il y a un excellent documentaire qui était sorti par Google sur cette IA, et je vous le recommande, il est très très intéressant. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question, parce qu'après je vais partir sur des détails qui seront sans doute dans les questions. Non, parce que après, j'ai enlevé cette question-là. Que du coup, Ok. Turing, c'est celui qui a mis au point le test de Turing. Et plutôt que de vous l'expliquer, parce qu'avant je l'expliquais, je vais vous faire écouter un petit podcast qui dure 2 minutes 30, 3 minutes. Sur le sujet, donc on a généré le script par IA et on a enregistré ce podcast par IA. Donc on ne va pas parler. 4 minutes 30. Bienvenue tous dans Techis, votre rendez-vous hebdomadaire. On n'entend pas grand-chose. On quoi? On voit pas grand-chose ou on n'entend pas grand-chose? On n'entend rien du tout. Ah, ah. Pourtant, je suis bien en partage avec l'audio. Quoi? Je coupe mon partage, je reviens. Je recommence. Stéréo. On va voir si c'est mieux. Dans le monde fascinant Est-ce de que c'est mieux, Yuri? l'intelligence artificielle. Oui. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fait beaucoup parler de lui, le test de Turing. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Dubois. Bonjour à tous. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le test de Turing exactement? Le test de Turing est un concept proposé par le mathématicien et informaticien britannique Alan Turing en 1950. Son objectif est de fournir une méthode pour évaluer la capacité d'une machine à exhiber un comportement intelligent équivalent ou indiscernable de celui d'un être humain. Intéressant. Et comment ce test fonctionne-t-il concrètement? Le test se déroule de la manière suivante. Un juge humain engage une conversation textuelle avec deux interlocuteurs qu'il ne peut pas voir. L'un de ces interlocuteurs est un humain, l'autre est une machine. Le juge doit alors déterminer lequel est l'humain et lequel est la machine en se basant uniquement sur leurs réponses. Donc si je comprends bien, si la machine parvient à tromper le juge et à se faire passer pour un humain, elle réussit le test? Exactement. Si le juge ne peut pas distinguer de manière fiable la machine de l'humain, on considère que la machine a passé le test avec succès. C'est fascinant. Mais quel est le lien entre ce test et l'intelligence artificielle? Le test de Turing a joué un rôle crucial dans le développement de l'IA.
Il a fourni un objectif concret aux chercheurs, créer une machine capable de communiquer de manière si naturelle qu'elle serait indiscernable d'un humain. Cela a orienté de nombreuses recherches vers le traitement du langage naturel et la compréhension du langage. Mais est-ce que réussir le test de Turing signifie qu'une machine est véritablement intelligente? C'est une excellente question. Le test de Turing a été et reste controversé pour cette raison précise. Certains argumentent qu'une machine capable de passer le test serait nécessairement intelligente, tandis que d'autres soutiennent qu'il ne mesure que la capacité à imiter le comportement humain, pas une véritable intelligence ou compréhension. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces critiques? Bien sûr, l'une des critiques les plus célèbres est l'argument de la chambre chinoise de John Searle. Il imagine une personne qui ne parle pas chinois, enfermée dans une pièce avec un livre de règles pour répondre à des messages en chinois. Cette personne pourrait donner des réponses correctes sans comprendre le chinois. Searle argumente que c'est ce que font les ordinateurs. Ils manipulent des symboles sans les comprendre. C'est un point de vue intéressant. Y a-t-il eu des machines qui ont réussi le test de Turing? Il y a eu plusieurs tentatives, mais les résultats sont discutables. En 2014, un chatbot nommé Eugene Gustman a prétendument réussi le test en se faisant passer pour un garçon ukrainien de 13 ans. Cependant, beaucoup ont critiqué ce résultat, expliquant que le contexte spécifique, un jeune non natif anglophone, rendait le test plus facile à passer. Avec les progrès récents en IA, notamment les grands modèles de langage comme GPT, pensez-vous que nous sommes proches de créer des IA capables de passer le test de Turing de manière convaincante? C'est une question complexe. Les modèles de langage actuels sont certainement impressionnants et peuvent générer des réponses très convaincantes. Cependant, ils ont encore des limitations importantes. Ils peuvent faire des erreurs de raisonnement, manquer de cohérence sur de longues conversations et n'ont pas de véritable compréhension du monde. Donc, le test de Turing reste pertinent aujourd'hui. Absolument. Bien qu'il ait ses limites, le test de Turing reste un point de référence important dans le domaine de l'IA. Il continue de stimuler la recherche et les débats sur la nature de l'intelligence et de la conscience. Cependant, aujourd'hui, nous utilisons une variété de tests et de mesures pour évaluer les capacités des IA et pas seulement le test de Turing. Merci beaucoup Sophie pour ces explications passionnantes. Pour conclure, quel message voudriez-vous laisser à nos auditeurs sur le test de Turing et l'IA? Je dirais que le test de Turing, malgré ses limites, nous pousse à réfléchir sur ce qu'est vraiment l'intelligence. Il nous rappelle que créer une IA vraiment humaine est un défi immense qui va bien au-delà de simplement imiter le langage humain. Il faut noter que la maîtrise du langage naturel suffit pour réussir le test de Turing et que l'approche est donc assez simpliste. C'est un domaine fascinant qui soulève des questions profondes sur la nature de la pensée et de la conscience. Merci infiniment, professeur Dubois, pour cet éclairage passionnant sur le test de Turing et l'IA. Bon retour. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit podcast? Il manque les bruits de bouche. Oui, c'est presque trop propre, on est d'accord. Ouais, moi, j'ai pu le tester du coup pour une de mes formations, ce logiciel-là, et pour le coup, moi, je trouve ça excellent, les petites musiques du début. On se croirait vraiment en train d'écouter une discussion entre deux experts sur un canapé. Moi, je trouve ça vraiment, c'est pas mal. Les gens sont assez bluffés qui ont fait écouter parce qu'il n'y a pas un écart incroyable avec un podcast France Inter qui est de qualité. Euh, Il y a quelques choses, quelques éléments, on peut retrouver que c'est de l'IA. Bon, on a fait exprès de ne pas retoucher le texte, pas retoucher le script de l'IA, où il y a un peu trop de c'est passionnant, c'est fascinant, qui sont des mots beaucoup de superlatifs à l'américaine, parce que ces IA qui ont été surtout entraînées sur des corpus américains, aux États-Unis, c'est beaucoup it's amazing, it's awesome, et it's fascinating, et qu'en France, c'est des mots qu'on utilise un peu moins. Et il y a quelques intonations, le 13 ans, j'ai remarqué, pourtant j'ai essayé de le retravailler un peu, je trouve qu'il n'est pas nickel, il y a quelques endroits où on dit, tiens, j'aurais peut-être pas dit comme ça. Pour autant, pour avoir enregistré des podcasts et pour avoir essayé de faire un podcast, je parle moins bien que cette IA. Oui, un super comédien entraîné dans ce métier fera mieux, mais c'est pas le même budget. Wondercraft, c'est 39 € par mois pour faire 1 heure et demie de podcast, et en termes de temps, là, moi, pour faire le montage et réécouter et valider, c'est en gros 4 minutes par minute de podcast, pour donner un ordre d'idée. Donc là, j'ai sorti
30 minutes de podcast en 2 heures. Ce qui est Et tu pas peux mal. gérer le multilangue. Et tu peux gérer le multilangue, parce que du coup, je peux les faire parler en anglais, en turc, en chinois si j'ai envie. Je peux leur faire parler en français avec un accent turc, si j'ai envie que ce soit aussi une personne d'origine turque qui vienne prendre la parole. Je peux mettre des bruitages depuis peu. Ça va rajouter un petit peu de temps de montage, mais je peux le faire et on peut en importer aussi. Oui, oui, non, c'est assez efficace. Et pour un prix qui va monter, hein. C'est un des sujets de l'IA, hein. Pour l'instant, ils sont en train de nous rendre addicts, de créer plein de besoins qui n'existaient pas avant. Mais clairement, même si moi, il passe à 100 euros par mois, un outil comme ça, vu ce que j'en fais comme usage, je le garde parce que faire venir un comédien en studio, pareil, de réaliser studio, c'est déjà plus que 100 euros et le comédien, n'en parlons pas. Et que je le faisais pas jusqu'ici, parce que c'est une question de temps que j'arrivais pas à accorder en journée. Oui, Enrique. Et c'est seulement une question rapide pour ceux qu'on ne connaît pas l'outil. Et c'est quoi le prompt ici? On lui donne quand même quelques éléments ou on tape carrément, enfin, raconte-moi l'histoire du test de Turing. C'est quoi la démarche pour arriver à ce résultat? Merci. Très très bonne question. Et non, jamais je fais ça. Si vous pouvez le faire dans Wondercraft, dire prompter, je veux que tu m'écrives un podcast avec une narratrice, une intervieweuse et une experte qui vient répondre aux questions. Euh, j'ai fait mon prompt sur Claude. Enfin, oui, j'ai prompté sur Claude et c'est Claude qui m'a écrit le script à partir de documents scientifiques qu'on lui a apportés nous. Donc, pour qu'il se base sur une histoire vraie et qu'on maîtrisait sur ce qu'il racontait à la fin, si c'était juste ou pas. Et à partir de ce script écrit, je l'ai inséré dans Wondercraft. Et Wondercraft a juste mis une voix et j'ai choisi la musique. Enfin, j'ai choisi la voix parce qu'il y a plus de 200 voix que vous pouvez choisir, ou 1000 voix, je ne sais plus combien dedans. On regardera ça demain. Et il y a plus de 1000 musiques aussi, donc j'en ai choisi une que j'ai mis au début et à la fin. Mais le script, je le fais toujours à part. J'ai rarement dans les outils qui proposent de le faire, parce que je préfère le faire dans des outils comme Claude ou GPT qui sont plus sûrs, plus complets, et que je peux. Et surtout, j'ai la main sur ce qu'il va raconter, comment il va le raconter. Alors que souvent, ces outils-là sont pré-promptés, quelque chose qu'on ne voit pas et on ne sait pas ce qui est dit. Et donc, du coup, je trouve ça moins pertinent à la fin. Mais oui, j'ai pas compté le temps de réalisation des scripts. Ce qui nous a pris presque le plus de temps, Yuri, si je dis pas de bêtises, que c'est plus toi qui les as fait, c'était d'avoir le bon prompt, qui fait quand même une vingtaine de lignes. On vous le partagera entièrement à la fin, sur comment on a atteint ce podcast, enfin ce script-là. Mais une fois qu'on l'a eu et qu'on avait nos documents scientifiques sur chacune des histoires dont on voulait parler, bah, ça nous a pris 20 minutes de récupérer les 7 scripts en français et les 7 scripts en anglais. Qu'on a aussi fait traduire d'ailleurs par l'IA, notre anglais. Donc, il faut rajouter ces 30 minutes aux 2 heures de montage de podcast. Je dis pas de bêtises, Yuri? Ouais. Cool. L'objectif, c'est qu'on fasse ça à la fin. Donc, juste après, quand on va rentrer dans GPT, on va vous demander d'écrire un script pour podcast pour qu'on puisse demain l'utiliser dans Wondercraft pour ceux qui ne connaissent pas. On repart dans la présentation. Comment fonctionne l'IA? Est-ce que c'est par la programmation de règles spécifiques pour chaque tâche? Est-ce que c'est en utilisant le mécanisme des réseaux de neurones et des couches cachées pour traiter l'information? Est-ce que c'est grâce à l'intervention humaine constante pour prendre des décisions ou est-ce que c'est en exécutant des séquences de commandes prédéterminées sans adaptation? Bon, Yuri, il faut que je t'annonce un truc. On n'a que des forts avec nous qui Mhm. connaissent déjà le sujet. Et c'est bien sûr en utilisant le mécanisme de réseau de neurones et de couches cachées pour traiter l'information. Et tu vas nous expliquer un peu tout ça. Ah non, ça je vous ai. Bah du coup, tu veux en parler là ou Passe après, dessus Yuri? pour l'instant. Ouais. Bah vas-y. Bah, du coup, l'image ne sort pas, mais vous aurez accès dans la présentation à cet article de recherche. Je te laisse expliquer ou tu veux que je te donne la réponse sur On les... revient dessus après. Ok, Pour le coup, on passe à la suivante pour avoir un slide. encore la suivante. Celle-ci. Voilà. Effectivement, alors il existe plusieurs méthodes de création d'IA. On avait avant de l'apprentissage automatique, on a eu voilà, différentes méthodes qui ont évolué. Et puis à un moment donné, les charmants informaticiens se sont dit, bon, si on commence à bloquer sur certains aspects, est-ce qu'on n'irait pas voir les psychologues? Et donc les psychologues, avec leur petite casquette, ils ont dit, bon, bah, vous êtes gentils les gars, mais vous essayez de recréer un cerveau humain qui est déjà rempli de connaissances, qui a une belle expérience, plein de connaissances.
mais c'est quasiment impossible de créer un cerveau comme ça en informatique. Par contre, ce qu'il est possible de faire, ça va être plutôt de créer un cerveau qui n'a aucune connaissance initiale, c'est-à-dire un cerveau d'enfant, et encore un enfant du côté génétique, il a déjà pas mal de choses qui lui est transmis, mais vraiment quelque chose de vierge en termes de connaissances et d'expérience, donc une structure qui est prête à recevoir de la connaissance, mais qui n'en a pas pour l'instant. Et c'est notamment ce qu'on appelle le système des réseaux de neurones. Donc, des réseaux de neurones, c'est simplement en fait des petits neurones qui vont se transmettre de l'information les uns avec les autres, en fonction de certains critères et certaines conditions. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple caricatural, je dis bonjour à Sylvain seulement s'il me dit bonjour avant. Et donc, le critère que je vais avoir dans un neurone, ça va être est-ce qu'il m'a dit bonjour? Oui, non. Il m'a dit bonjour, alors je lui réponds bonjour. Et donc, c'est comme ça que se transmet à peu près l'information de manière très caricaturale, bien entendu, dans le cerveau humain. Et puis finalement, ces critères, ils vont évoluer au fur et à mesure de notre apprentissage. Peut-être que je peux être plus flexible et que si Sylvain me dit coucou au lieu de bonjour, bah, je vais l'accepter également, parce que ça ressemble à peu près. Et donc, je vais ajuster au fonction de mon expérience et de ma connaissance mes critères de décision pour transmettre l'information d'un élément à un autre. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage, hein. Au final, j'apprends de mon environnement pour ajuster mon comportement et puis mes connaissances existantes. Et donc, c'est vraiment ça le système de réseau de neurones qu'on va essayer de mettre en place sur une intelligence artificielle. On va avoir du coup en entrée. Imaginons qu'on soit dans la rue et qu'on voit des images de voitures, enfin, on voit des voitures qui passent dans la rue. Donc en entrée, qu'est-ce que je vais avoir? Ça va être des voitures qui passent, donc l'image de la voiture, le bruit de la voiture, l'odeur de la voiture, par exemple. Et mon objectif, ça va être de déterminer, de créer une IA qui est capable de détecter si ce que je vois est une voiture ou pas. OK? Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'en entrée, je vais lui envoyer des milliers, voire des millions d'images de voitures et des images qui ne sont pas des voitures. Et à chaque fois, je vais lui dire, bah, ça, c'est une voiture, tu vois. Ça, c'est pas une voiture. Ça, c'est une voiture. Ça, c'est pas une voiture. Et donc, en leur donnant des millions et des millions d'images comme ça, il va être capable de se créer ses propres critères de raisonnement. Donc, s'il y aura dans la couche cachée, il va se dire, OK, je commence à comprendre que quand il y a quatre roues, ça ressemble à une voiture. Je commence à comprendre que quand il y a un pare-brise et quatre portes, ça ressemble également à une voiture. Donc ça, c'est peut-être des critères qui sont importants à prendre pour dire que c'est une voiture. Par contre, je me rends compte que si ça sent le gasoil, c'est un critère qui est effectivement important, mais qui n'est pas le plus important parce qu'une moto aussi peut avoir cette odeur-là. Et donc, du coup, c'est un critère qui est un peu moins important, mais je le prends quand même en compte. Donc, globalement, voilà, l'IA va créer cet ensemble de critères que nous-mêmes, on a en fait, hein, qu'on a appris de manière très implicite, qui va lui permettre, une fois terminé cet entraînement-là d'ajustement des critères, bah, de lui fournir une nouvelle image qu'elle n'aura jamais vue et elle sera capable de dire si c'est une voiture ou si ça n'est pas une voiture. Alors, on dit couche cachée parce qu'on est alors de plus en plus, on commence à y avoir accès, mais en tout cas, on n'a pas tellement accès à ces critères-là. On ne sait pas tellement, et c'est pour ça qu'on parle de boîte noire ou de confiance, problématique de confiance liée à l'IA, c'est qu'on ne sait pas tellement quels sont les critères qu'elle utilise pour arriver à une décision. Donc, le résultat nous paraît convenable. Elle nous dit effectivement, dans 99% des cas, elle nous dit que c'est une voiture et effectivement, elle a raison, mais on ne sait pas tellement quels sont ses critères de raisonnement pour arriver à ce résultat. Donc, quand on est dans ce genre de cas, c'est pas très grave de ne pas savoir. Mais si on commence à avoir des questions médicales, des questions de recrutement, voilà, des questions qui sont un peu plus de juridique, par exemple, il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qui amène l'IA à avoir ce résultat et ce raisonnement. Bon, voilà un peu le principe. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que ils avaient entraîné un modèle d'IA sur des entretiens cliniques avec des personnes en dépression. Donc, en fait, ils ont pris un enregistrement ils ont fait un entretien avec la personne dépressive, ils ont enregistré l'entretien et ils ont entraîné un modèle d'IA avec ces entretiens-là, justement. Et l'IA a découvert un nouveau critère de diagnostic de la dépression qui est dans le timbre de la voix. Un critère que les psychologues en tant que tels n'ont pas forcément en compte dans leur raisonnement, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez léger. Mais le modèle d'IA a réussi à détecter la dépression simplement par la façon de parler dans le timbre de l'amplitude de la voix. Et donc, ça offre des perspectives assez passionnantes d'un point de vue recherche, en fait, dans sa capacité à trouver des nouveaux critères, des nouveaux facteurs d'impact sur un élément. Bon, je suis peut-être allé un peu trop loin. Non, J'espère que très tu as cool. compris le principe. Ça a permis aussi, enfin, ça aide à décoder le langage des baleines, parce que l'IA arrive à trouver des choses ou entendre des choses que nous, on n'entendait pas, qu'on ne voyait pas, qu'on n'arrivait pas à lier à des comportements. Donc, il y a
plein d'usages très intéressants. Vous avez sûrement aussi entendu dans la santé que l'IA était très forte pour détecter les cancers du sein. On a fait des tests sur le sujet, euh, on a donné des radiographies à un spécialiste, un radiologue, pour qu'il identifie celles où il y avait potentiellement un cancer. On a fait la même chose en donnant au radiologue une aide d'IA et enfin, on a donné les mêmes radiographies à une IA toute seule. D'après vous, qui a détecté le plus de potentiels cancers? Le radiologue tout seul, le radiologue plus l'IA ou l'IA toute seule? Les deux ensemble. Eh bien, Il y a malheureusement, plus non. l'IA. C'était l'IA toute seule. Parce que le médecin, parfois, disait non, non, mais là, il n'y a rien, alors qu'il y avait bien quelque chose. Euh, et pareil, sur un autre test qui faisait encore plus peur, ils ont organisé des consultations médicales à distance avec un médecin plus une IA et une IA, avec les gens qui venaient expliquer leurs problématiques pour identifier, faire un diagnostic et proposer une médication potentielle. Sur le sujet du diagnostic, c'est l'IA toute seule qui a le meilleur résultat, mais plus inquiétant sur le sujet de l'empathie, c'est aussi l'IA toute seule qui était la plus efficace parce que finalement, on peut lui dire d'être tout le temps sympa, de bonne humeur, agréable et réconfortante, alors que le médecin, ben, il reste humain et parfois il est fatigué, parfois il en a marre, parfois au bout de la douzième visio, ben, il expédie un peu plus et il n'arrive pas toujours à prendre de recul, mais ce qui est très humain et très normal, c'est pas une critique. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que moi je me disais que cette partie-là, l'IA pourrait pas nous remplacer et pourtant, elle le fait déjà en partie. Donc, il y a des choses intéressantes. Il y a des actes, de toute façon, l'IA ne pourra pas remplacer tout de suite. Tous les actes d'infirmière, de prise de sang, de mettre un cathéter, ce genre de choses. Pour l'instant, heureusement, seul l'humain sait faire, bien qu'il y ait déjà des opérations assistées par IA et assistées par robot. Euh, et enfin, il y a des choses incroyables où là, j'ai vu aussi que l'IA avait été capable de décoder des vieux livres qui avaient été brûlés. Et l'IA arrive à reproduire le texte qui était dedans, ce que l'humain n'arrivait pas à faire jusqu'ici. Néanmoins, ça, c'est tous les trucs trop cool. Le truc moins cool, Yuri vous l'a évoqué, vous a dit, on met des millions d'images de voitures ou de chats, et on dit, ça c'est une voiture, ça c'est pas une voiture. Mais qui dit ça c'est une voiture, c'est pas une voiture, ce sont des ouvriers du numérique qui sont souvent au Pakistan ou au Kenya, qui passent leur temps à traiter ces images, un job très mal payé, où parfois il y a des images choquantes dans le lot, et c'est leur boulot. Donc là, il y a un enjeu en fait où, pour que ces IA soient très bien entraînées, il y a un humain, il y a des humains derrière qu'on sous-paye, qui en plus à la fin pourront même pas utiliser les IA parce que c'est trop cher pour eux, mais c'est eux qui ont participé à cet entraînement à la main. Après, on Alors, en fait aussi un peu nous avec les CAPTCHA ou ce genre de choses, mais c'est beaucoup eux. Vas-y, Yuri. ouais, non, complètement. Pour le coup, c'est aussi les données qu'on laisse sur Internet et c'est notamment pour ça que Twitter, Facebook, ils ont fermé leurs accès parce que globalement, la donnée qu'on laisse sur Internet est aussi utilisée pour entraîner des modèles de langage. Maintenant, il y a des nouvelles approches, et je passerai rapidement là-dessus, qui permettent en fait, OpenAI, ils bossent sur ces projets-là, c'est-à-dire qu'on a un modèle d'IA qui est capable de générer de la donnée dite synthétique, et cette donnée synthétique est utilisée pour entraîner un autre modèle d'IA. Donc en fait, même les travailleurs qui justement labellisaient les informations, on est capable de créer de la fausse donnée qui est utilisée ensuite pour entraîner un modèle. Et donc beaucoup de gens disent, bah, en fait, on va avoir une problématique je sais pas le terme, de, un encadrement. En fait, là, on a pu avoir beaucoup d'originalité, de diversité dans la connaissance, puisque l'IA crée elle-même de la connaissance dont elle a besoin pour s'entraîner elle-même. Donc Oui, je sais pas qu'aujourd'hui, jusqu'où une ça va aller, grosse mais part des contenus, des textes marketing produits sur le web pour générer des blogs ou autres sont générés automatiquement par IA. Et donc demain, l'IA va s'entraîner à partir de ses propres contenus. Donc oui, elle risque de boucler et de tourner un peu en rond et d'être de moins en moins intéressante dans ses résultats potentiellement. C'est ça que tu voulais dire, Yuri? ouais, même si je pense qu'ils vont trouver des astuces pour contrebalancer ça. Oui, Yuri a un petit côté de techno-solutionniste parfois. Non, c'est vrai que on garde quand même, on a un corpus de base, dans tous les cas, de contenu humain, et c'est celui-là qui a de la valeur. Et d'ailleurs, c'est ce qui est assez drôle hein, sur ce sujet, sur Hugging Face, qui est une plateforme qui référence toutes les IA open source. Vous pouvez télécharger facilement cette couche cachée qui permet d'avoir une sortie. Ça, c'est quasi gratuit aujourd'hui. C'est pas ça qui a le plus de valeur. Ce qui a le plus de valeur, c'est les jeux d'entraînement qui ont permis de créer cette couche cachée et qui permettent d'avoir des sorties efficaces et pertinentes.
Et ça, vous en trouverez très peu, pour plusieurs raisons. Un, ça a beaucoup de valeur, et ceux qui en ont, ils les vendent. Et deux, quand ça n'a pas été acheté, ça a souvent été volé. Parce que c'est pas parce que vous avez écrit un blog sur le web sur vos voyages que l'IA devrait avoir le droit de vous piquer tous ces contenus pour aider des gens à organiser leur prochain voyage ou à écrire un mail. Et nous, je sais que chez Sido, ça avait hurlé un moment parce que bah, l'IA est capable de reproduire le style de Dessine-moi l'écho. C'est-à-dire qu'ils ont aspiré nos vidéos, qu'ils ont compris comment on les faisait, et que c'est un peu embêtant parce qu'on a des droits d'auteur dessus et parce que l'IA ne devrait pas avoir le droit de le faire. Donc aujourd'hui, ils ont pré-prompté la plupart des IA en disant, si on te demande de faire le style Dessine-moi l'écho, tu dis que tu peux pas faire exactement pareil, mais que tu peux reproduire l'idée pour qu'il soit moins attaquable. Il y a pas mal de procès en cours autour de ces sujets-là aussi, notamment avec le New York Times, où ils n'ont pas encore réussi à gagner le New York Times, parce qu'ils n'ont pas encore réussi à démontrer que leur texte est bien dedans. Parce qu'on n'a pas accès à ces jeux d'entraînement. L'IA Act va arriver, il va peut-être faire bouger les choses, on en parlera juste après. Tu voulais parler de Attention Visual Unit, peut-être Yuri? Parce que, Oui, tout est-ce à que vous fait. savez pourquoi, depuis 4 ans, il y a plein d'IA génératives qui apparaissent sur le marché et que ça semble assez facile, entre guillemets. Enfin, jusque-là, on n'avait rien. Et tout d'un coup, on a eu OpenAI, on a eu Claude, on a eu Mistral qui s'est lancé en 4 mois. Là, j'ai vu qu'il y avait Moshi de Xavier Niel aussi qui sort quelque chose, alors qu'ils viennent de créer la boîte quasiment. Pourquoi maintenant ça semble accessible et facile à tous? Pour tous. Est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui a été le truc technique? Alors, Yuri en a parlé tout à l'heure, hein, il y a une histoire aussi de processeur, de capacité de calcul, qu'aujourd'hui on est capable de mettre en place avec un enjeu autour de NVIDIA. On en parlera un tout petit peu après aussi sur les enjeux environnementaux. Mais c'est pas que ça. Il y a un article de recherche qui a un peu révolutionné le sujet et qui est donc Attention Visual Unit, qui a été écrit en 2017 par des chercheurs de Google. Je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas à mon écran. Je suis désolé. Vous l'aurez dans la presse, que je vous envoie juste après. Je crois qu'il apparaît là. Ce qui est assez drôle, c'est que donc, ce sont des chercheurs de Google qui ont écrit cet article, alors qu'aujourd'hui, on dit que Google est un peu en retard. Pour moi, je dirais pas tant que Google est en retard, je dirais que nous n'acceptons pas les erreurs d'IA de Google, parce que Google est le numéro un sur le marché. Ce sont les meilleurs, ils sont censés être parfaits, et que vous avez sûrement entendu les polémiques qu'il y a eu autour de Gemini, leur IA, où à un moment, il y avait une personne qui a demandé de générer une image. Pourquoi il n'apparaît pas? Bon, je vous remettrai s'il est là. Qui a demandé de générer une image de 3 soldats nazis de la Seconde Guerre mondiale, 3 soldats allemands. Et l'IA avait généré un black, un asiatique et une femme en costume de l'armée allemande. Autant vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque de blacks, d'asiatiques et de femmes dans l'armée allemande. Mais ça avait été pré-prompté par Google dans un objectif d'inclusion, de montrer une diversité dans les images créées. Sauf que là, dans une image historique, il fallait pas ça. Et donc, du coup, ils se sont fait bâcher, tout le monde s'est moqué d'eux et tout. Euh, alors que GPT a fait pareil, que DALL-E a fait pareil, que tous les autres outils ont fait ça, hein, évidemment. Mais eux, on attend d'eux qu'ils soient un peu parfaits. Donc, ils font une IA, ils ont une IA qui est plutôt très efficace, un Gemini, mais qui est pas encore accessible au grand public ou qui est beaucoup moins utilisée parce qu'ils ont moins le droit à l'erreur. Un peu comme Apple et comme d'autres qui ont ces sujets-là. Mais c'est eux qui ont été à l'origine. Est-ce que tu peux nous expliquer, Yuri, ce qui a été, enfin, pourquoi ça a révolutionné l'IA, cet article de recherche? Ouais, alors je pense que je vais expliquer après les modèles de langage spécifiquement dans le diaporama, donc je reparlerai de ça. Ce qu'il faut comprendre de Google, par contre, c'est... Je suis fatigué, Oh, pardon. je suis content. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'il faut comprendre de Google, c'est ils étaient très en avance sur l'IA, sur plein d'aspects. Notamment, ils ont créé un modèle qui est capable de générer des jeux vidéo à la volée. Euh, enfin, globalement, c'est assez fou. Et donc, ils étaient très en avance, mais quand GPT est sorti, c'est plutôt la direction de Google, donc les gens du marketing, les gens de tout ça, qui ont dit, attendez, là, il faut qu'on arrête de bosser sur des projets de recherche, il faut qu'on ait notre propre GPT au sein de Google. Et donc, ils ont forcé les équipes de recherche de Google à travailler sur des modèles de langage, à les sortir très rapidement, sans véritable préparation. Donc, voilà un peu pour Google. Et alors, du coup, quand je parlais de ces réseaux de neurones, pour vous expliquer maintenant, quand on est dans le cas de la génération de contenu.
Parce que là, si vous avez bien compris mon exemple, on est dans le cas où il faut catégoriser l'information, c'est-à-dire que je reçois une image de voiture, je dis si c'est une voiture ou pas. Quand on va passer à plutôt ce qu'on appelle des IA génératives, là, ce qu'on va attendre de l'IA, ça va être de partir d'une connaissance pour en créer une nouvelle, en tout cas compléter cette information. Et donc, globalement, comment on entraîne en fait un modèle d'IA pour faire ça? C'est à peu près le même fonctionnement qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on va envoyer un certain nombre de textes, donc énormément de contenu textuel, et on va demander à chaque fois à l'IA de pouvoir imaginer statistiquement quelle est la complétion, donc quelle est la fin de la phrase. Donc, par exemple, si je lui envoie cette phrase-là, pardon, donc le garçon veut aller quelque part, donc ça, c'est ce qu'on appelle le contexte. Et l'IA, en fait, va être en mesure de statistiquement se dire bah, quel est le mot le plus probable qui pourrait être à la fin de cette phrase. Et donc, il va attribuer en fait des statistiques. Et donc, je crois que tu peux passer à la slide suivante, Sylvain. Voilà. Il va en fait se dire, bon, bah voilà, dans la base d'entraînement, donc dans tout le contenu sur lequel j'étais entraîné, globalement, statistiquement, celui qui a le plus de chances de sortir, ça va être plus le playground à la fin de cette phrase. Et donc, c'est comme ça qu'on entraîne un modèle de langage. Alors, avant, c'était très compliqué de faire ça puisque l'IA prenait en compte chaque mot séparément. Elle n'avait pas tellement d'attention sur toute la phrase, elle prenait pas en compte le contexte global, donc ce qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'on prend en compte le sens de la phrase et non pas mot par mot. On dit souvent quand on apprend une langue et qu'on ne comprend pas un mot dans une phrase en anglais, on va se servir du contexte de la phrase pour comprendre ce mot-là, ce que faisait pas l'IA avant. Et justement, l'article, donc Attention is all you need, ça a pour but de créer un nouveau type d'algorithme, et notamment la technologie Transformer, qui permet en fait de prendre en compte le sens global de la phrase, le contexte, pour mettre des poids statistiques sur les mots suivants. On commence à rentrer dans un poil de complexité. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que globalement, ça reste de la statistique et de la probabilité. L'IA aura tendance à vous dire ce qui est vrai, ce qui est probable et non vraisemblable. Pour vous donner un exemple, il y a 2 ans, quand je demandais à l'IA de me trouver des références scientifiques pour tel sujet, elle m'inventait des références. Alors ces références-là, elles étaient probables, c'est-à-dire qu'elles auraient pu exister, elles étaient cohérentes, le nom, etc., mais elles n'existaient pas vraiment dans la littérature scientifique. Et donc là, on voit vraiment bien la différence entre ce qui est probable et ce qui est vraisemblable. Et c'est là où, effectivement, c'est ce que je disais sur les compétences, c'est que si moi, j'étais pas chercheur, j'aurais pu juste prendre la référence scientifique, la mettre dans ma phrase, et puis même pas aller regarder, même pas vérifier tout ça. Et donc là, ça demande des compétences de critique, justement, pour être en mesure d'identifier ça. Et donc après, ça va aussi être les questions des prompts et tout ça. Concernant l'évolution de tout ça, on a une problématique environnementale qui est assez cruciale. Sylvain va l'aborder après. La problématique qu'on a actuellement, c'est que on crée des modèles de plus en plus gros, en fait. On va créer des réseaux de neurones de plus en plus complexes avec beaucoup de paramètres pour avoir des meilleures performances. La problématique de ça, ça va être surtout la question de l'entraînement qui va coûter énormément d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental, et puis également à l'utilisation ensuite. Et donc, il y a d'autres approches qui sont proposées par d'autres chercheurs qui vont être de dire, plutôt que de chercher à faire de plus en plus de gros modèles, faire plutôt des modèles bien optimisés, bien conçus, bien pensés, qui arrivent à peu près aux mêmes performances que des modèles gros comme les GPT. Et c'est notamment l'approche de Yann Lequin, qui est du coup le chercheur français travaillant sur l'IA qui bosse chez Meta actuellement. Ouais, c'était juste pour vous montrer la taille maintenant des Oui. jeux de données qu'on mettait dans GPT pour atteindre les Alors, résultats c'est pas tant les jeux de données que les paramètres, donc les petits critères de diagnostic, enfin, critères de décision dans le modèle. Mais là, on commence à rentrer dans une complexité. Et sachant que on a, nous, acheté un petit jeu où on doit entraîner des sortes de voitures à réaliser un parcours. Et l'idée, c'est que si on les a bien entraînées, elles vont être capables de réaliser le parcours toutes seules, sans télécommande, sans rien. Mais c'est vrai que c'est impressionnant le nombre de connexions qu'elles font à chaque mouvement. C'est pas quand tu vas tout droit que tu vois rien, ben, ça fait une connexion. Non, ça fait plein de choses. Parce que du coup, voir rien, c'est que tu vois pas une table, tu vois pas. C'est incroyable comme ce réseau de neurones se crée à une vitesse folle et avec plein d'infos que nous, on voit même pas. Assez impressionnant ce petit jeu que Yuri m'avait montré.
Et dernièrement, du coup, il n'apparaît pas à nouveau, mais il sera dans la présentation. C'est une page en parallaxe, en scroll du Financial Times qui est très très bien pour vous expliquer comment marchent les transformers, comment on choisit les mots, enfin, comment on choisit les mots, comment l'IA construit ses phrases, très efficace pour montrer à quelqu'un qui ne comprend pas trop comment ça marche. Je crois qu'on est au bout des explications là-dessus et on arrive à une nouvelle question. C'est quoi les IA génératives et comment elles fonctionnent? Est-ce que c'est des IA qui génèrent des réponses aléatoires à partir de données existantes? Est-ce que c'est des systèmes qui reproduisent exactement les exemples de leur base de données, des modèles d'IA capables de créer du contenu inédit en fournissant la réponse la plus probable basée sur les données apprises, ou des programmes qui suivent des instructions précises pour générer des réponses? J'avoue qu'on vous a un peu donné les réponses dans ce qu'on vous a montré. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu veux... Ah oui, du coup, il y a fallu, il y a fort. Tu veux, Yuri, faire un petit point là-dessus, parce que j'ai dit que l'histoire Ouais, des IA alors là, autonomes, ça, c'était c'est les mon IA débat fortes. préféré. Euh, Si vous avez suivi un petit peu mon raisonnement, on comprend assez rapidement qu'une IA, actuellement, elle est très forte, elle peut être très forte dans une tâche spécifique. Une IA, elle peut être capable de détecter des voitures avec un taux de précision incroyable ou détecter des cancers précoces, etc. On a tendance à se dire, waouh, elles sont trop fortes et donc les catégoriser comme étant des super intelligences. En fait, elles ne le sont pas du tout. Elles sont très fortes dans une tâche en tant que telle, une capacité, mais elles ne sont pas capables de généraliser de la connaissance, de s'adapter à une situation, de développer en fait finalement ces compétences. Et vraiment, la définition, alors c'est compliqué de définir l'intelligence en psychologie, mais une des définitions qui est la plus consensuelle, c'est la capacité d'adaptation d'un système à des nouveaux environnements, à des nouveaux changements. Notre intelligence en tant qu'être humain, elle s'est quand même essentialisée, cristallisée sur cette capacité d'adaptation en fait à notre environnement, créer des outils, s'adapter à des nouvelles situations climatiques par exemple. Et ça, l'IA n'en est pas encore capable. Elle est très forte sur une tâche, mais elle n'est pas capable d'apprendre de nouvelles situations, de s'améliorer, etc., toute seule. Et donc le débat qui existe dans la recherche, ça va être en fait la question de est-ce que l'on sera un jour capable de créer une IA qui, dans n'importe quelle situation, comprend ce qui lui arrive, apprend de cette situation, s'améliore elle-même, est capable de transférer ses connaissances à d'autres situations telles qu'on le fait nous-mêmes. Le jour où on arrive à ce genre d'IA, on arrive à une IA qui est capable de s'auto-améliorer continuellement et de nous dépasser là sur tous les aspects. On donnera, là, on est vraiment dans des scénarios presque à la science-fiction, mais ce qu'il faut avoir en tête d'un point de vue géopolitique, c'est que toutes les grosses entreprises sont dans la course de cette IA forte. Meta, Apple, OpenAI, ils sont tous en train de se battre et de mettre les moyens pour arriver, parce que c'est le premier qui arrivera à faire ça sera globalement maître de cette IA, et ça pose beaucoup de questions politiques, économiques, sociétales assez importantes. Alors, il y a un débat dans les chercheurs. Beaucoup de chercheurs disent que c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Ces chercheurs-là font souvent partie de ceux qui n'avaient pas prédit l'IA générative aussitôt. Donc j'ai tendance voilà, à avoir un point de vue assez nuancé en me disant, je suis pas sûr que ça arrive. En tout cas, toutes les grosses entreprises font tout pour que ça arrive. Et après, la question qu'il faut être amené à se poser, c'est quel contexte et quel cadre on va fournir à cette IA forte, puisque là, on arrive à des scénarios très vite dystopiques si on ne contrôle pas sur ces questions. Voilà, bon, j'espère que je ne vous ai pas fait peur. Moi, je trouve ça assez enthousiasmant quand même sur certains aspects, mais c'est vrai que ça pose énormément de questions. Et encore une fois, je suis un peu déçu que d'un point de vue politique, on n'arrive pas à anticiper ces questions-là. On est toujours dans une politique de réaction face à une nouveauté et rarement d'anticipation de ce que pourrait être l'avenir et de se poser ces questions éthiques et morales avant que ça arrive globalement. Mais bon. Merci, Yuri. En quoi c'est disruptif? Parce que ça remplace l'humain, parce que ça remplace en compétences ou parce que ça remplace des compétences qu'on jugeait jusqu'ici non délégables. Bravo aux répondants, vous avez trouvé la bonne réponse. Effectivement, c'est vraiment pour moi le point de vue un peu disruptif de l'IA, c'est que quand on a eu la révolution robotique, on s'attendait un peu à avoir cette révolution-là, de remplacement de compétences un peu plus physiques,
Concernant ces compétences-là, plutôt liées à des cadres intellectuels, hein, globalement, c'est tout un pan en fait de la société qui se voit un peu confronté à l'IA, et on pensait vraiment que ces compétences-là, pardon, propres à l'humain, de synthétisation, de rédaction, de raisonnement, etc., ne seraient pas concurrencées, en tout cas ne seraient pas délégables à une machine. Et c'est là où effectivement il y a un petit côté disruptif dans ces IA génératives, je trouve. Et on va arriver aux enjeux, à mes questions préférées. D'après vous, c'est quoi les principaux enjeux liés au développement de l'IA? Est-ce que c'est la perpétuation de biais sexistes et racistes, par exemple, le coût écologique des serveurs, la gestion des données perso et de la vie privée, et ou le droit d'auteur? Bravo à tous, c'était bien tout ça. Il y a un énorme enjeu environnemental, plusieurs enjeux environnementaux dont on va parler, mais il y a aussi des enjeux de biais, de données perso et de droit d'auteur. Alors, hein, tu veux expliquer les différentes méthodes d'abord, Yuri, ou pas? Tu as déjà expliqué. Oui, j'ai déjà expliqué, c'était plus pour ça, voilà, à savoir qu'il existe plusieurs types de méthodes et qu'on arrive à affiner ces méthodes pour avoir des plus grands modèles. Si ça vous intéresse, effectivement, je vous recommande d'aller voir un peu de documentation là-dessus qui explique les différentes méthodes, mais ça reste quand même assez complexe pour le coup. Même moi, j'ai parfois du mal à comprendre la nuance, entre guillemets. Mais avant de parler des biais de l'IA, j'aime bien vous rappeler que nous avons plein de biais, nous aussi. Il y a des études qui démontrent qu'une personne qui se présente en entretien d'embauche et qui est considérée comme belle va être vue comme plus compétente qu'une personne qui est considérée moins belle. Tant on est d'accord que l'aspect physique n'a pas de lien avec les compétences intellectuelles, ni les compétences techniques sur un sujet. Néanmoins, c'est un biais que nous avons tous et contre lequel on a du mal à combattre. Pareil, pourquoi on dit aux personnes qui se retrouvent à la barre d'un tribunal de bien s'habiller, de bien se raser, de bien se coiffer? C'est parce que dans l'imaginaire, une personne moche est une personne plus coupable qu'une personne belle. Et ça paraît très dur de s'en débarrasser, même si on sait. Comme il a été démontré que, en fonction de l'heure à laquelle vous passez devant le juge, votre peine sera plus ou moins lourde. Le matin, il prendra bien le temps de vous écouter, de traiter votre sujet, donc potentiellement, vous aurez une peine pas trop horrible si vous arrivez à expliquer votre erreur et à justifier un peu votre erreur. Autant si vous arrivez à 12h45, qu'il est déjà en retard pour le déjeuner, qu'il a faim, qu'il est fatigué, il risque d'expédier votre dossier et vous allez prendre plus cher. C'est triste de dit comme ça, mais malheureusement, on a transmis cette étude au juge. Ils n'arrivent pas pour autant à changer leur comportement parce qu'on a des choses physiques qu'on ne maîtrise pas non plus, ce qui peut s'entendre. Dernier exemple, et c'est pour ça que Yuri en porte d'ailleurs, c'est parce que quand on porte des lunettes, on paraît plus intelligent que quand on n'en porte pas. Et ça, ces biais, nous, on ne les voit pas toujours, on ne les accepte pas toujours, ce qui fait des énormes biais en recrutement dans les entreprises, hein. Ou une personne qui bégaye un peu, qui n'est pas à l'aise, qui ne serre pas bien la main, qui a la main moite. Ben, on a tendance à attribuer ça à un manque de compétences, à un manque de capacité sociale ou à plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les compétences techniques ni avec le job proposé et qu'elles auront plus de mal à trouver un emploi qu'une personne extravertie, à l'aise à l'oral. Et l'IA, là, elle peut aider. Moi, je suis assez fan de ces outils RH qui permettent de faire un test technique avec une IA qui nous pose des questions, qui enregistre les réponses et qui note les réponses par rapport à leur niveau technique et non par rapport à la façon de les dire ou à la façon de se présenter. Est-ce que la barbe est bien rasée? Est-ce qu'il a les cheveux de la bonne couleur? Est-ce qu'il a le bon t-shirt ou la bonne chemise aujourd'hui? Ça ne rentre pas dans les critères de sélection. Ça n'empêche que passer ce premier entretien très non biaisé, il y a un entretien avec un manager pour voir si la personne peut être accueillie dans l'équipe, mais ça permet à certains CV de passer cette première étape parce qu'ils n'ont pas toujours le bon diplôme non plus, mais qu'on va les analyser que sur les compétences techniques. Bon, ça, c'est pour nos biais humains à nous. Les biais de l'IA, maintenant, il y en a quand même plein, mais pour les premiers, les biais sexistes, racistes, agistes, ils sont liés à nos jeux d'entraînement. Euh, je me rappelle sur LinkedIn un petit débat où j'étais pas du tout d'accord avec la personne qui avait lancé le sujet, qui râlait parce qu'elle avait demandé une image d'une femme de 50 ans dans un bar à Paris et que ça sortait une femme magnifique avec des jambes ultra longues, des talons de 25 centimètres, des cheveux d'un brun éclatant et pas une ride.
Elle dit, mais ça, c'est pas une femme de 50 ans, c'est pas possible, l'IA se fout de nous et nous invisibilise, blablabla. Blablabla. Oui, je suis d'accord avec elle. Mais pourquoi l'IA fait ça? C'est parce que si vous demandez une femme de 50 ans dans Google ou dans les jeux de données qu'on peut trouver sur le web, ça va être Victoria Beckham, Nathalie Portman et Jennifer Aniston, qui ont effectivement très peu de rides, qui ont aussi des talons hauts et qui sont maquillées, qui ont des cheveux incroyables, et qu'on ne voit peu les femmes aux cheveux blancs, les femmes normales, on va dire. On va voir que celles qui sont mises en avant dans les magazines de beauté et autres. Donc l'IA ne fait que reproduire nos biais à nous, en fait. Et c'est là où on met des pré-prompts pour dire, bah non, s'il y a écrit femme de 50 ans, c'est de mettre un peu de cheveux blancs, un peu de rides, parce que c'est ce à quoi ressemble une femme. Mais ce qui peut poser d'autres problèmes par la suite. Pour l'histoire du racisme, vous avez sûrement entendu ces anecdotes où les premières IA, on les faisait dérailler, on pouvait les faire dérailler et les rendre folles et racistes. C'est moins le cas aujourd'hui, parce que dans les IA un peu sérieuses, elles sont pré-promptées, elles sont fine-tunées pour éviter ça. Ça n'empêche que bah, si vous partez sur Grok, l'IA de Twitter, il est probable que vous arriviez à ces biais facilement. Sur le sexisme aussi, parce que si vous demandez de réaliser l'image du dirigeant de telle entreprise, bah, ce sera probablement un homme, parce que dans les écrits ou dans les images proposées qu'on donne dans nos jeux de données, bah, ce seront plutôt des hommes qui sont chefs d'entreprise que des femmes. Donc l'IA aura tendance à mettre un homme, d'où les pré-prompts qui permettent d'éviter ces biais. Mais l'avantage, je trouve, de l'IA, c'est qu'on va les chercher, ces biais, on va les critiquer, on va essayer de les gommer, alors que nos propres biais à nous, on a tendance à les oublier. Mais n'oublions pas que l'IA a ses biais. Environnement, c'est quand même une catastrophe, hein. Je vous ai mis une image de Tchernobyl, pour trois aspects. Un, pour la production, enfin la consommation d'énergie pour faire tourner les serveurs. Et cette énergie est plus ou moins propre en fonction de là où sont installés les serveurs. Si les serveurs sont en France ou au Canada, l'impact est moins grand dans le sens où on a un bon mix énergétique. En France, c'est le nucléaire, au Canada, c'est l'hydroélectrique. Si c'est en Chine, pour l'instant, c'est quand même beaucoup de centrales à charbon, comme en Allemagne, même si la Chine est en train de construire une cinquantaine de centrales nucléaires. Si c'est aux États-Unis, ça va dépendre aussi des États. Mais dans tous les cas, on a quand même réussi à créer un besoin qui n'existait pas. Jusqu'il y a 4 ans, on s'en passait sans souci des IA, on vivait très bien, on était productif et efficace. Aujourd'hui, ça nous semble indispensable, ça nous semble ultra important à connaître. Et donc, on consomme une énergie qui était plutôt enfin, alors qu'on était plutôt dans un objectif de sobriété, on augmente la consommation énergétique mondiale. On dit que cette année, le coût énergétique des IA va représenter à peu près le coût énergétique d'un pays comme les Pays-Bas. Il y a déjà du monde, et c'est exponentiel pour les prochaines années. Donc c'est un vrai enjeu, d'où des sociétés comme Meta ou Mistral essayent d'avoir des jeux de données plus petits pour avoir une consommation énergétique moins forte pour l'entraînement et pour la génération de réponses. Ça n'empêche que ça questionne sur nos usages de l'IA, est-ce qu'on a tout le temps besoin, est-ce que c'est indispensable à ce moment-là, est-ce que ça apporte vraiment de la valeur ajoutée? Parce que, bah, un peu comme un déplacement en voiture, ça pollue la planète et ça rend notre planète bientôt invivable. Deuxième aspect. Oui, Naïs, vas-y. Je voulais savoir si tu as entendu parler, enfin, et si oui, si c'est vrai, j'ai lu des choses sur des IA qui seraient actuellement entraînées pour, je caricature volontairement, mais pour nous sauver. Oui. Sous-entendu, on a tous conscience que l'utilisation de l'IA va nous mettre dedans encore un peu plus sur le plan environnemental, comme tu le décrivais. Et je disais que des IA sont actuellement entraînées pour trouver la solution à notre problème environnemental, alors que bon, on connaît un petit peu la solution, mais comme tu viens de le décrire, on ne fait pas exactement tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Est-ce que tu sais si c'est vrai ou pas? Moi, je ne suis pas allée chercher ni les sources, ni rien. Je ne sais pas si effectivement il y a des boîtes qui en ce moment développent des choses dans ce sens ou pas. Tout à fait. C'est la version techno-solution de l'IA qui dit que l'IA va nous sauver parce que l'IA est plus intelligente, moins biaisée et qu'elle peut travailler sur ses dépenses énergétiques pour aider à savoir comment distribuer de la chaleur dans un bâtiment afin que tout le monde ait chaud, mais sans mettre les chauffages électriques de partout, pour mieux optimiser les transports, pour donc qu'il y ait moins de pétrole brûlé, pour mieux renouveler les terres, parce que à partir d'images satellites, on peut identifier les endroits où il faut changer les cultures afin que la terre regagne
de la vie. Même aujourd'hui, il y a même des IA qui permettent, on prend une botte de terre, on la prend en photo, et ça identifie le nombre de vers ou d'espace qui fait que la Terre respire et donc est régénérée à les oligo-éléments suffisants pour qu'on mette du maïs, du blé ou de l'orge en fonction des caractéristiques de la motte qu'on lui montre. Donc oui, oui, l'IA va potentiellement nous aider en partie dans ces cas-là, parce que on a aussi des IA qui permettent d'identifier, enfin d'alerter sur des risques d'incendie sur des forêts qui sont en mauvais état ou sur une trop forte chaleur au sol, et donc on pourrait balancer de l'eau pour éviter que l'incendie démarre. Donc oui, oui, il y a des choses très intéressantes faisables par IA, mais sur ces IA très spécifiques. Le problème, c'est quand on fait une demande sur ChatGPT, sur Gamma, là je suis sur un Gamma, ou sur n'importe quel autre outil, on a des usages qui, eux, vont pas du tout sauver la planète. Mais oui, l'IA va travailler sur ces sujets-là aussi, enfin certaines IA qui sont entraînées là-dessus. Deuxième enjeu, je parle de consommation d'eau, mais attention aux mots consommation. Dans le cycle de l'eau, aujourd'hui, on ne perd pas d'eau. On va potentiellement l'extraire d'un endroit pour refroidir les serveurs, et on va la ressortir. L'enjeu, c'est que si on la ressort chaude dans un lac qui était plutôt froid, bah, on va tuer toute la biodiversité de ce lac, faune et flore, parce qu'elle ne supportera pas la hausse de chaleur. C'est un peu le même enjeu qu'avec les centrales nucléaires. Maintenant, en France, on sait sortir une eau moins chaude, mais au départ, c'était un peu l'impact de ces centrales. Que potentiellement, elle va s'évaporer cette eau, et donc on l'aura extraite d'une nappe, et elle va partir dans l'air et retomber ailleurs. Donc ça va créer, c'est pas l'IA qui a créé ça, mais vous avez sûrement entendu parler des inondations en Europe du centre en ce moment, où c'est une catastrophe vraiment écologique dingue, mais il y a déjà eu ça en 97 et en 2002. C'est juste que ces phénomènes vont s'empirer, et qu'en fonction de là où on a nos serveurs, bah, si on met ça près de Perpignan, ce serait un peu la cata, parce que déjà que tous les étés, on doit leur distribuer des bouteilles d'eau parce qu'ils n'ont même plus d'eau dans le robinet. Voilà, donc l'enjeu, c'est de tirer de l'eau des endroits où il ne faudrait pas tirer de l'eau. Pour autant, ça ne consomme pas d'eau. Quand on dit ça consomme l'équivalent d'une demi-bouteille d'eau, ça n'enlève pas d'eau sur Terre. Mais ça peut potentiellement souiller de l'eau qu'il faut derrière retransformer, qu'il faut retraiter, dépolluer avant de la rejeter et aussi la refroidir potentiellement. Et enfin, troisième aspect, qu'il ne faut pas oublier, qui est très important, mais on avait moqué Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, ou le dirigeant d'OpenAI, parce qu'il a dit qu'il voulait lever 8 milliards pour construire sa propre usine de fabrication de puces, et que Jean Covici, très intelligemment, lui avait répondu qu'avec 8 milliards, il y a peut-être d'autres choses plus intéressantes à faire pour sauver la planète que de fabriquer des puces. Néanmoins, pour une question de souveraineté, je comprends la logique capitaliste et stratégique de Sam Altman. Aujourd'hui, toutes les puces sont fabriquées à Taïwan par Nvidia, qui est aujourd'hui l'entreprise qui a la plus grosse valeur capitalistique au monde, et plusieurs enjeux de Taïwan. Un, bah, ils sont un peu en guerre avec la Chine qui voudrait peut-être réenvahir ce territoire semi-autonome. Et que si demain la Chine envahit ce territoire, est-ce que Nvidia aura toujours le droit de vendre des puces aux États-Unis ou à l'Europe pour continuer à faire grandir les IA, ou est-ce qu'ils vont vouloir les réserver pour eux, sachant que la Chine n'est pas du tout en retard sur les enjeux d'IA. Ils ont plein d'IA qu'on ne connaît pas. Ils en ont notamment en génération de vidéos qui sont les plus puissantes en ce moment du marché. C'est assez fou. Les Kling et autres. Donc il y a cet enjeu-là, mais il y a aussi l'enjeu que Taïwan est placé sur une faille sismique et qu'il n'est pas dit qu'on n'ait pas demain un énorme tremblement de terre qui fasse tomber l'usine d'NVIDIA ou les usines d'NVIDIA et qui fasse qu'on n'a plus du tout accès à ces puces qui auraient pu servir à sauver la planète. En tout cas, il y a une course dingue à ces puces, plus avec des matériaux qui se raréfient. Certains scientifiques disent qu'on n'aura plus d'ordinateurs perso disponibles à partir de 2030 parce qu'on n'a plus les ressources pour fabriquer ces bécanes. Il va falloir apprendre à les réparer, parce qu'avec la population qui a de plus en plus accès à ces machines, on ne peut plus les produire. Voilà, il y a plein d'enjeux derrière l'IA qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut avoir en tête avant de l'utiliser et en avoir conscience. Il y a aussi des enjeux de RGPD, mais c'est celui que je vais presque le plus évacuer. Enfin, il y a deux impacts. Le premier impact, je vais vous demander un peu de l'évacuer, c'est juste un outil numérique supplémentaire. Comme tout outil numérique, il y a des failles et il y a des gens qui sauront pénétrer dans ces outils. Mais les derniers scandales qu'on a eus sur des leaks, enfin, c'est sur des fuites de données perso, c'est France Travail, 43 millions d'utilisateurs
où on a prénom, nom, âge, adresse, email, consulté et qui s'achète en ce moment en ligne sur le dark web pour quasi rien. Ça a été Boulanger la semaine dernière, Cultura. C'est des entreprises très normales et pas du tout liées à l'IA. Alors oui, au début, ça n'a pas été leur enjeu premier des boîtes qui sortaient des IA de sécuriser à fond, donc il y a eu des bugs, des leaks, mais pas plus que n'importe quel autre outil informatique. Ça n'empêche qu'il faut faire attention à ce que vous mettez dedans, les infos que vous lui transmettez, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui peut en être fait, on ne sait pas si c'est bien sécurisé. L'impact RGPD, il va potentiellement être sur un peu autre chose, c'est que les IA vont, peuvent aider des hackers, des voleurs et des gens très malhonnêtes à vous réidentifier. À partir de votre profil Facebook, ils vont pouvoir générer un avatar qui parle comme vous, qui bouge comme vous, qui appelle votre fils pour lui dire que vous êtes en prison, qu'il faut envoyer 10 000 euros pour sortir de prison et c'est urgent, parce que si vous ne le faites pas dans la journée, vous passez devant un juge en Thaïlande et qu'en Thaïlande, on sait bien comment ça se finit. Avec votre voix, avec votre visage, potentiellement même en WhatsApp visio, et que c'est de plus en plus facile à faire et à trouver des éléments très personnels sur vous, parce qu'on laisse énormément de traces sans s'en rendre compte. Que jusque-là, c'est très compliqué à rassembler, l'IA permet de le faire très facilement. Donc les enjeux sont plus là-dessus, c'est que à partir des traces qu'on laisse, on va pouvoir vous reproduire, vous cloner et utiliser ces images ou vos images pour des fins très malhonnêtes. Vous avez probablement entendu parler de ce scam à Hong Kong où des voleurs ont réussi à récupérer 6 fois 5 millions de dollars sur des comptes sécurisés grâce à une visio qu'ils ont fait avec le directeur financier qui est à Hong Kong. Alors ça marche dans certains cas quand même, parce qu'il y a plein de petits trucs qui ont fait que ça a marché. Un, ils ont trouvé plein de vidéos du comité de direction et ils ont réussi à reproduire les visages de ce comité et leur voix. Et deux, le comité de direction était à Londres et l'employé, le directeur financier, était à Hong Kong. Donc il n'a pas fait attention à la petite latence qu'il y a eu dans les voix ou dans les mouvements, parce que quand on est aussi loin sur un Zoom ou sur un Google Meet, il peut y avoir des petits bugs à l'image ou des petits bugs de voix. Et ils ont été suffisamment convaincants pour qu'ils leur transfèrent 30 millions qui ont donc été perdus, hein, parce que derrière, impossible à retrouver. Donc on arrive déjà à ça. Pour autant, je suis moi très engagé dans la lutte contre la désinformation sur LinkedIn avec une page qui s'appelle C'est vrai ça. Et très honnêtement, je ne vois pas plus de fake, je ne vois pas plus d'impact sur les infox, sur les fausses informations. Il n'y a pas besoin d'IA pour faire de la merde. Encore récemment, ça m'a rendu dingue parce que je me sens un tout petit peu concerné. Parce que gamin, j'étais bredouilleur, c'est-à-dire que je ne savais pas lire à voix haute. Dès que je lisais, je bégayais. Et on se moquait beaucoup de moi, ce qui n'était pas très marrant. Mais même comme babysitter, je n'arrivais pas à lire de livres proprement à un enfant. Adulte, maintenant j'arrive avec mes filles, donc c'est cool. Mais on a moqué Dologu, je ne sais pas si vous avez vu ce député là qui nous ont sorti une vidéo comme quoi il ne savait vraiment pas lire avec des introductions du type on a ouvert une antenne de la seconde chance à l'Assemblée nationale, ou des trucs affreux comme ça qui se moquaient de son handicap. Parce que oui, il est dyslexique et oui, il ne maîtrisait pas très bien le sujet qu'il disait, donc il butait un peu sur les mots. Mais ça, c'est une vraie vidéo. Le problème, c'est qu'ils ont ralenti cette vidéo. Et donc, la version que vous avez peut-être vue, vous, sans faire trop attention, c'est la version ralentie qui a été donc truquée, où là, ça le fait vraiment passer pour un abruti. Sa version de base, oui, il lit pas très bien, mais c'est entendable et compréhensible. Et donc, pas besoin d'IA pour produire de la merde, en fait. C'est juste ça que je voulais vous dire, que de la merde, il y en a vraiment beaucoup, c'est super facile, les gens tombent facilement dans le panneau. Il y a un vrai enjeu de développement d'esprit critique qui est imposé par l'IA, parce que ce sera aussi une des conclusions de nos 2 jours, c'est si on ne connaît pas un sujet, il ne faut pas utiliser l'IA pour traiter ce sujet, parce qu'elle peut halluciner, elle peut raconter n'importe quoi, mais si on n'a pas, nous, les capacités à le voir, c'est dangereux, parce qu'on risque de dire n'importe quoi. Exemple, là, que j'étais en formation chez Nathan lundi, mardi, et ils ont un rond-point qui a été baptisé Pompidou. Et dans une ville de banlieue parisienne, je me suis dit, pourquoi dans cette ville? Il ne savait pas, il a posé la question à GPT, qui lui a répondu parce que Pompidou possédait le manoir de je sais pas quoi qui est dans la ville et qu'il a revendu à tel moment. Et donc, c'est un hommage à au fait qu'il ait vécu un peu dans cette ville. Et donc, le lendemain, il était super fier au boulot pour dire ça au gars, parce que tout le monde se posait la question de pourquoi il y avait un rond-point Pompidou. Et en fait, c'était complètement faux. Pompidou n'avait jamais habité dans cette ville, ni jamais vécu dans ce manoir. Donc, il faut faire attention à ce que GPT peut répondre. Pareil, moi, si vous demandez ce que j'ai comme parcours euh, pro, à un moment, l'IA répondait que j'ai été le patron de Deezer. Donc, je suis très flatté, mais je n'ai jamais été le patron de Deezer, malheureusement.
Dernier point, quatrième point, qui est aussi très important, je vous en avais parlé un peu tout à l'heure, l'IA n'a clairement pas respecté les droits d'auteur enfin, les éditeurs logiciels n'ont pas respecté les droits d'auteur pour entraîner leurs IA. Yann Lequin, que j'aime beaucoup, comme Yuri, qui est un peu le pape français de l'IA dont je parlais tout à l'heure, a tout de même dit, faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez des IA performantes, faut nous laisser voler. Sinon, vous n'aurez pas d'IA. Et j'ai un peu de mal avec ce discours. Ça me perturbe un peu. Ça me gêne un peu parce il y a pas de raison qu'on vous vole vos contenus, vos textes, vos œuvres d'art, vos musiques. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson de Drake et The Weeknd, qui était incroyable. Ils ont écrit des paroles comme si Drake avait écrit, comme s'ils avaient chanté ensemble. C'est leur voix, leurs paroles. La chanson est cool, mais ils n'ont jamais écrit ça. Et je trouve que ça pose un vrai problème par rapport à son image, par rapport à son travail, par rapport à ce qu'on peut produire. Et que ça, l'IA enfin, s'en fiche un peu. Ils ont quand même préprompté que si vous n'êtes pas mort depuis au moins 70 ans, normalement, on n'a plus le droit de reproduire exactement un livre comme vous écrivez, comme un Olivier Norek ou un Maurice Lévy. Mais vous pouvez écrire comme Jean de La Fontaine, parce qu'il est mort il y a plus de 70 ans, donc ses droits sont tombés dans le domaine public. Et potentiellement, l'IA va pouvoir écrire comme Jean de La Fontaine. Donc là, il y a quand même un enjeu autour de ça, de ce que fait l'IA, des produits qu'on lui apporte, des sources scientifiques qu'on lui donne, et de comment elle s'est entraînée. Et ça, j'ai pas de réponse. En tout cas, j'ai pas de solution. Et si je vais vous raconter, donc je dis qu'il y a des procès du New York Times, ils n'ont pas encore réussi à gagner. Et derrière, je m'étais félicité d'une décision du Monde et du Chicago Tribune, qui est un gros groupe de presse et de médias aux États-Unis, qui ont signé un partenariat avec OpenAI pour leur laisser accès et le droit d'entraîner leurs IA à partir de leurs articles. Et je me dis cool, parce que le Monde, c'est quand même plutôt sérieux, c'est assez neutre. Et donc, l'IA va répondre moins de bêtises, et aura peut-être un peu d'esprit critique, et saura écrire moins n'importe quoi. Mais là, un influenceur autour de l'IA que je vous recommanderais de suivre, qui s'appelle Benoît Raphaël, avait écrit une post LinkedIn là-dessus pour faire réfléchir et prendre un peu de recul sur cette décision. Et je trouve qu'il a tout à fait raison de cette alerte, c'est de dire, oui, mais le problème, c'est que la seule IA qui aura des contenus justes et vérifiés, quasi justes et quasi 100% vérifiés, c'est OpenAI. Que toutes les autres IA open source ne les auront pas, donc seront moins efficaces. Donc ils vont se créer un monopole, et demain, ils pourront en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils pourront mettre les pré-prompts qu'ils veulent pour potentiellement transformer ces infos. Ils pourront mettre les prix qu'ils veulent parce qu'on n'aura plus le choix, ce seront les seuls à être bons. Et que dans une idée d'IA qui est très open source, l'IA à la base, les chercheurs se battent pour que ça le reste open source. Yann Lequin se bat aussi pour ça d'ailleurs, parce que chez Meta, tout ce qui sort, c'est open source. Donc il y a des articles scientifiques et vous pouvez télécharger le code et le fine-tuner et l'implémenter sur votre ordinateur, sur vos serveurs. Il faut avoir des trucs un peu costauds, mais vous pouvez le faire. Bah là, du coup, on sort de l'open source. On attribue une autorisation d'utiliser des très bons textes qu'à quelques IA. Et ça pose un vrai problème. Voilà sur ces enjeux, ces 4 enjeux dont on voulait vous parler impérativement. Mais on les a en tête. On vous présente à partir de 11h20, après la pause, tout ce qu'on peut faire avec les IA. Et à la fin, vous vous direz, bah, j'y vais pas, en ayant conscience de ces enjeux-là. J'ai une dernière question pour vous d'abord, qui est très importante, selon moi. À qui appartiennent les droits d'auteur d'une image réalisée par IA ou d'un texte rédigé par IA? Est-ce que c'est au propriétaire du logiciel utilisé, genre OpenAI, à la personne qui a rédigé le prompt, vous, aux deux, ou à personne? Il y en a qui ont vu pas mal de conférences, j'ai l'impression, ou qui ont déjà suivi ce petit clap. Il n'a pas beaucoup changé, effectivement, par rapport à la fois, on s'est vu à Paris, et la réponse est à personne. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Euh, il n'y a pas encore de loi claire sur le sujet, et les jurisprudences sont en train de se monter. Il y a quand même un artiste IA chinois qui a réussi à obtenir des droits sur une image qu'il avait générée, parce il a démontré qu'il avait écrit un prompt d'une trentaine de lignes, donc très très détaillé sur ce qu'il voulait que l'image soit, et qu'il avait itéré sur cette image pour en arriver à l'objectif final. Donc là, il a réussi à obtenir des droits. Pour autant, si vous demandez à l'IA de vous faire une BD et qu'elle vous plaît et que vous la vendez, vous n'avez pas de droit d'auteur dessus normalement. Et c'est ce qui est arrivé d'une amie américaine qui a imaginé une histoire, qui a demandé à l'IA de la dessiner.
qui a été déposé ça au bureau d'enregistrement des droits aux US, qui a eu son tampon, qui le lendemain s'en est vanté sur les réseaux sociaux en disant, regardez, je suis la première artiste IA qui a des droits d'auteur. Et le bureau des droits l'a rappelé en disant, désolé, on te les enlève. Ils lui ont juste laissé les droits sur les dialogues où elle avait réussi à démontrer que c'était elle qui était vraiment à l'origine et qui avait produit une partie des dialogues, mais elle n'a aucun droit d'auteur sur les images générées. Bonne et mauvaise nouvelle autour de ça. C'est que bon, la loi est en train de se créer et pour l'instant, on ne sait pas s'il n'y a pas potentiellement aussi les fameux auteurs qui ont été volés pour générer ces images ou générer ces textes, qui ne vont pas attaquer ceux qui diffusent des images ou des textes générés à partir de ces travaux, à partir de ces créations. Ça va pas être simple hein, que vous, en tant que peintre, vous arriviez à démontrer que c'est que l'IA a généré tel autre tableau à partir de votre peinture à vous, parce que elle prend des millions d'infos, des milliards d'infos, et donc d'imaginer que c'est que grâce à votre tableau qu'elle a fait ça, c'est complexe. Et qu'en plus, vous n'avez pas touché rien du tout, donc ce sera compliqué d'attaquer. Pour autant, il y aura des attaques contre ces IA qui ont utilisé des données volées. Mais vous, en tant qu'utilisateur, le risque est minime, nul, néanmoins, quasi nul, parce qu'on ne peut pas jamais dire nul en justice, en droit. Néanmoins, tout ce que vous produisez ne vous appartient pas vraiment non plus. Donc, si vous avez une super image que vous mettez dans un livre, bah, le concurrent a le droit de récupérer cette image. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il a intérêt à le faire? Moi, je ne suis pas sûr. Euh, mais il faut savoir que du coup, on n'a pas de droit sur ce qu'on crée avec IA, pour l'instant. Concluez dessus, parce que le diapo est fini. Yes. Pour nous, Yuri et moi, on est d'accord là-dessus, c'est que l'impact de l'IA dans l'éducation, on a déjà perdu. Clairement, les apprenants, les étudiants utilisent déjà l'IA plutôt mal, mais l'utilisent déjà. Moi, j'ai recopié du Universalis dans les années 90. Je me suis fait avoir d'ailleurs par mon prof et j'ai pris des heures de colle. Mais je faisais déjà ça parce que j'avais la flemme, je ne comprenais pas l'intérêt de l'exposé qu'il me demandait de faire. Dans les années 2000-2010, c'était au Wikipédia qu'on recopiait. Maintenant, c'est GPT. Quand je dis que c'est mal utilisé, c'est que même à l'EM, où j'interviens un petit peu, à l'EM Lyon, en grande école de commerce, les profs se plaignent que les élèves sortent tous les mêmes travaux sur une même question. Moi, j'ai un peu envie de leur dire, mais c'est peut-être parce que vos évaluations sont à retravailler et que si c'est facile à faire avec une IA, peut-être qu'il y a un souci. Voire, il faudrait presque évaluer que le prompt dans ce cas-là, pour voir s'ils ont réfléchi, s'ils ont mis les bonnes consignes dedans, pour que ça sorte un résultat intéressant. Sciences Po, il y a un an, a annoncé qu'ils interdisaient l'usage de l'IA pour les travaux. Ça, c'est un petit côté très français. Au Québec, j'ai vécu un an au Québec l'année dernière. Bah, il y a déjà plus d'un an, du coup, dans les universités québécoises, ils disaient c'est à nous de changer les évals pour que les étudiants ne soient pas capables d'utiliser l'IA. Mais on ne peut pas leur interdire d'utiliser l'IA et où il faut les accompagner à mieux l'utiliser. Donc, il va falloir qu'on imagine d'autres façons d'évaluer leurs compétences et leur compréhension d'un sujet. Je préfère cette approche-là parce que l'IA va imposer de nouvelles compétences. Pour beaucoup former sur le sujet, il y a des gens qui y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Il y a quand même une logique. Ce qui est compliqué avec l'IA, vous allez le voir, c'est qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut pour que l'IA produise quelque chose d'intéressant. Si on ne sait pas ce qu'on veut, bah, c'est un peu le côté cheat in, cheat out. Si on lui donne des consignes pourries, elle sortira un rendu pourri. Mais ce qui est normal, c'est que dans nos consignes, il n'y a pas l'info. Et tout ce que vous avez dans votre tête, qui est logique pour vous, qui est évident, parce que dans votre métier, c'est toujours comme ça, bah, l'IA ne le sait pas. Il va falloir lui dire, il va falloir lui expliquer pour qu'elle soit capable de produire quelque chose d'intéressant. L'expertise reste essentielle. Pour moi, l'avantage de l'IA, c'est qu'une personne mauvaise va devenir moyenne, mais une personne forte va devenir très très forte. Et donc, il n'y aura plus de mauvais contenu potentiellement, parce qu'il n'y aura plus de mauvaise rédaction, mais il n'y a plus de mauvais posts LinkedIn. Si on se fait aider par IA, on a au moins un post qui n'est pas très intéressant, mais qui est bien écrit, sans faute, et à peu près propre. Pour autant, est-ce qu'il va être intéressant? C'est pas sûr. Mais les gens qui savent utiliser l'IA et qui sont déjà experts dans le sujet, là, ça peut vraiment les booster et les rendre plus rapides, plus efficaces et encore donc meilleurs. Et il y aura du coup dans les entreprises, malheureusement, ceux qui arrivent à utiliser l'IA dans leur quotidien pour les tâches rébarbatives et pour s'augmenter, et ceux qui n'y arrivent pas, et ceux qui n'y arrivent pas vont galérer à être au niveau. Voilà, pour moi, on a un tout petit peu de retard, mais je vais prendre quelques questions. Avant la pause, on va se faire une petite pause de 15 minutes café. Je vois Curie en train de décéder, il fatigue. On bosse beaucoup en ce moment. On va se faire une petite pause café et dégourdir les jambes. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, des choses sur lesquelles vous voulez revenir, vous n'êtes pas d'accord, qu'il n'y ait pas de blocage? Parce qu'après, on va faire bosser pour vous.
Moi, je vais un peu moins parler. C'est vous qui avez beaucoup bossé. Non, c'est tout bon? Bon, bah cool. Petite pause. 15 minutes, il est 11h09. On se retrouve à 11h24, précisément. Avec toujours un café à la main si vous avez envie. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous envoyer quelque chose en discussion ou autre, que vous n'osez pas prendre la parole, je vais couper l'enregistrement, je relancerai après. À tout de suite. À tout de suite.